Eh, comment vous avez eu vos pouvoirs? Oh, moi, je me suis fait piquer par une araignée radioactive durant une sortie scolaire. Sérieux? Moi pareil, sauf que j'ai infiltré un labo secret d'Oscorp. Cool. Et toi? Moi? Oh, je jouais à Raid Shadow Legends et je me suis fait attaquer par une araignée et je suis devenu Spider-Man. Quoi? Waouh, pire transition que j'ai jamais fait pour un sponsor. Raid Shadow Legends, le célèbre jeu à succès souvent imité mais jamais égalé, avec ses graphismes, son univers et son gameplay digne des jeux sur console, mais sur ton téléphone. Des millions de combinaisons de champions et de stratégies possibles, sans parler des artefacts pour booster les caractéristiques de vos champions. Sans parler des missions variées entre les raids et les arènes. Mais il nous parle toujours à nous ou... Eh, à ce stade, autant assumer, hein. Non, et puis, comme on sait toujours pas comment il a eu ses pouvoirs dans cette version-là, ça pourrait être canon, hein. Champion assez varié pour que vous puissiez vous concentrer sur ceux qui vous sont le plus agréables à jouer. Moi j'aime bien Bistofus, il a un côté Nazgûl charismatique, Kalia parce que parfois juste bourriner c'est cool, et Cardiel car il me rappelle Angemon. Angemon? Ouais, dans Digimon. C'est quoi Digimon? Oh, l'ironie. En plus de ça, le jeu prépare des tas d'événements spéciaux durant ce mois de juin, comme la Voie de la Lumière, où vous pouvez jouer de nouveaux skins et de nouveaux personnages, notamment Deliena, la nouvelle championne légendaire, une elfe badass et surpuissante avec une armure classe. Et pour l'obtenir gratuitement, c'est très simple, suffit de jouer pendant 7 jours avant le 21 juillet. Tu sais au moins que je suis encore au téléphone Sony Ericsson. Et moi, je suis encore au téléphone public. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code ici et profiter du code promo MyDeliana pour profiter de tous les cadeaux de cette période, notamment 50 XP pour mettre votre nouvelle championne au niveau 50, offre valable jusqu'au 20 juillet. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez votre pack gratuit d'une valeur de 30€, le champion épique Vergis, 200 000 argent, un boost XP, un rechange énergie et un éclair antique. Vous pouvez avoir un champion incroyable dès que vous entrez dans le jeu. Mais à qui tu parles? Ah, c'était dur de doubler les 3 personnages d'un coup, là. Finalement, je vais demander à d'autres gens de doubler les autres sketchs avec eux, là. Enfin, merci encore à Raid Shadow Legends pour le sponsor, et bonne vidéo à tous. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Salut MJ. Lol, t'es qui? Quoi? T'es qui? Docteur Notopus? Genre, ta plus grande némésis? Alors là, je vois pas du tout de quoi tu parles. Et pourtant, j'en ai des ennemis à la con, mais toi, ça me dit rien. Hein. Mais si, on s'est affrontés pendant des années. On a une super dualité. J'ai même tué ton père, merde. Bah non, je t'assure, je vois pas du tout de quoi tu parles. En plus, mon père, il est toujours en vie, hein, j'étais à son anniversaire il y a 2 semaines. Quoi? Attends, mais c'est quoi ce bordel? On est bien dans la dimension 1? Dimension, hein? Oui, la dimension de base, quoi. Non mais oh, tu te prends pour qui au bout d'un moment? Qui te dit que c'est ta dimension, la dimension de base? Qui te dit que c'est pas celle-là la dimension 1, hein? Oui, genre, c'est qui l'acteur qui joue dans Retour vers le futur chez vous? Michael J. Fox? Ah oui, c'est quand même vachement mieux en fait. Vous avez Eric Stoltz, c'est ça? Non, seules les dimensions de loser ont Eric Stoltz. Nous, on a Christopher Walken. What? J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Espèce de tocard, c'est la dimension 32 ici. Ah merde. Non mais sérieux, mais ça fait 1 heure au moins que j'attends pour le comeback dramatique là que t'es censé faire. Oui, bah excuse-moi, j'ai cru que c'était la bonne dimension. Non mais t'es sérieux, mais il me ressemble même pas. Bah je pensais que tu t'étais rasé. Non mais même rasé, on se ressemble pas, mec. Bah oui, carrément. En plus de t'aller faire quoi là? Faire une confrontation finale, personnelle et tout avec un mec qui est même pas la bonne version de moi quoi. Ah bah maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça n'a pas le même impact. Écoute, tu me refais encore un coup comme ça, je vais ressusciter Dark Vadewalk Partus ou un personnage de merde du genre, ok? Encore? Ouais, il est plus populaire que toi déjà, d'une, de deux, il est plus drôle aussi. Oh, pas la peine d'être vexant, hein, ça m'est arrivé que 12 fois. Bon, voilà, c'est une bonne chose de faite. Écoute, désolé pour le dérangement. Voilà, c'est des trucs interdimensionnels, ça arrive. On se dit à plus, salut! Attends, je reviens. C'est qui a fait Ant-Man chez vous par curiosité? Pas Edgar Wright. Oh, c'est fait par Brett Ratner chez vous aussi, c'est ça? Oh non, Dieu merci, non. Nous, on a Peyton Reed. Bon, bah je trouverai la bonne dimension un de ces jours, hein. Allez, à plus, salut! C'est à cause de ce genre de conneries que je préfère rester au bureau. Donc,
nous y voilà enfin, le tant attendu épisode de Fermez-la, où je vais enfin parler de Spider-Man No Way Home. Après 2 vidéos plus un essai où j'ai bien démontré en quoi la version Tom Holland de l'Homme Araignée était la pire version malgré son grand succès financier et populaire, beaucoup attendaient avec impatience que je démontre en quoi No Way Home est encore pire que les autres. Le film était sympa. Non, j'étais vraiment le premier à vouloir le massacrer, ce film, mais force est de constater que, ouais, techniquement, j'ai vu un film Spider-Man cette fois. Bon alors je vous rassure, ça n'annule pas mes réserves sur les précédents films, et il y a toujours assez de critiques pour faire une vidéo de 10 ratages. Mais justement, 10 ! La dernière fois, on était monté à 12. Cette fois-ci, John Watts s'est bougé le cul. Ce qui est marrant parce que c'est le film où il a le plus galéré avec pas mal de soucis de production. Soucis qui se voient autant dans l'écriture bâclée, mais aussi par certains choix de montage qui vont parfois dans le cache-misère. Mais de l'autre côté, il fait mieux. Que ce soit parce que cette situation stressante a vivifié Watts, que les idées imposées par les producteurs étaient les seules bonnes idées du film, ou que l'histoire de ce film l'a obligé à regarder les films de Sam Raimi et de Mark Webb et qu'il s'est rendu compte « Ah merde, c'est comme ça qu'on fait un film Spider-Man !» C'est difficile à dire. Mais voilà, enfin, Tom Holland jouait Peter Parker, le personnage adulte vivant un drame existentiel qui doit choisir entre sa vie personnelle et ses responsabilités. Enfin, on a du drame. Enfin, Tante May agit comme Tante May. T'as même une scène où un personnage dit exactement ce que je disais dans mon Fermez-la sur Far From Home. Mise en danger de mineurs, c'est grave. Un garçon vous a été confié et vous étiez au regard de la loi en quelque sorte sa mère. Non seulement vous l'avez laissé mettre sa vie en danger, mais en plus vous l'avez encouragé. Qui fait ce genre de choses? Allô? Salut Peter! Oh non, pas encore toi. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas pourquoi Nick Fury m'a cru capable de gérer des élémentaires. Ah non, c'est pas du tout ça, non, je voulais te poser une toute autre question en fait. Vas-y. Est-ce que Kevin Feige regarde mes vidéos? Quoi? Parce que là, je revois un extrait de No Way Home et je vois une scène qui dénonce carrément un truc que je critiquais dans ma précédente vidéo sur ces films. Et j'ai pas l'impression que c'était une critique spécialement répandue parmi les fans, donc du coup, je me dois de demander... Est-ce que Kevin Feige regarde mes vidéos? Bah, je sais pas, demande-lui directement. Il bloque tous mes messages depuis que j'ai pris en otage John Watts. Je vous en prie! Je vous jure, je ferai pas le film 4 Fantastique, mais s'il vous plaît, arrêtez de me dire de tenir une caméra! C'est trop dur! Pourquoi tu portes un sac sur la tête durant nos cours de mise en scène? Alors non. Je t'assure, Feige ne regarde pas tes vidéos et change les films en fonction de tes critiques. Oh, ok. Bon bah, pardon de t'avoir dérangé, hein. Bon bah ouais, il semblerait que ce soit juste moi qui suis parano. Mais quand même, c'est rigolo cette coïncidence. Il se doute de quelque chose. Ouais, cette fois-ci, il corrige vraiment quelques trucs que je critiquais dans les précédents films. Peter et MJ ont une romance vraiment attachante cette fois-ci. Michael Giacchino se bouge un petit peu. Bon, ça aide que le concept du film sert surtout d'excuse pour recycler des leitmotifs des précédents films Spider-Man, ainsi que celle qu'il a fait pour Doctor Strange et sa version de Spider-Man. Mais il propose aussi 2 nouveaux thèmes musicaux marquants pour la partie dramatique et humble du film. Même John Watts a fait un peu de mise en scène. À de trop rares occasions qui font vraiment tâche avec le reste du film, mais quand même, je note l'effort. Et même le fanservice forcé qui caractérise jusqu'à la promesse du film, ben des fois ça marche bien, surtout au niveau des interactions, quand les personnages font que discuter, particulièrement les 3 Spider-Man qui ont une bonne dynamique et ne cherchent jamais à ridiculiser l'un ou l'autre. Ce que j'aurais bien mis au crédit de John Watts et de son équipe, mais apparemment c'est principalement de l'improvisation entre les acteurs ces scènes-là. Bon bah, reconnaissons que au moins ils ont laissé les acteurs faire ce qu'ils savent faire de mieux. Ça fait du bien de voir de l'humour où on rigole avec nos héros plutôt que de nos héros. Bon, il y a toujours un petit peu de ça par-ci par-là, mais plus rare que le laisser craindre les BA, quoi. Même les costumes, il y a toujours un costume noir gratuit pour vendre des jouets, et de l'autre côté, t'as le costume de l'araignée dorée. Oh mon dieu, enfin un costume qui a un sens symbolique sur l'évolution de Peter. Et ouais, la fin met en place ce qu'il faut pour une nouvelle trilogie Spider-Man qui fera du vrai Spider-Man, du moment qu'on ne perd pas Tom Holland en cours de route. Et merde, costume fait main, seul dans un appart miteux, en difficulté financière, qui met son bonheur de côté pour rendre le monde meilleur à son échelle, et qui ne s'inquiète pas si les effets spéciaux sont réalistes ou pas. Hein? Ça n'est pas volontaire, ça? Oh, c'est con. Et ce truc était nominé aux Oscars des meilleurs effets spéciaux? Limite, si Sony en a encore marre des conneries de Marvel et de Disney, eh ben ils pourront prendre cette version de Spider-Man avec eux et faire des films hors MCU sans devoir justifier sa place parmi les Avengers ou quoi. T'as même Matt Murdock dans ce film, et c'est cool de rappeler que Daredevil est canon au vu de la situation avec Netflix. Moins cool de voir que Disney en a profité pour voler les séries à Netflix, oui,
volé, y a pas d'autre mot. Ils ont même enlevé le logo de Netflix, alors que merde, c'est grâce à eux que ces séries ont pu être aussi bien. Enfin, Daredevil et Jessica Jones en tout cas, les 4 autres, je ne saurais dire. D'ailleurs, de tous les super-héros avec qui on pouvait mettre Spider-Man, Daredevil est numéro 1. Est-ce qu'on s'emmerde à le mettre avec Iron Man ou avec Doctor Strange? C'est avec Daredevil qu'il fallait le mettre depuis le début. Ce serait un duo très logique, ce sont tous les deux des héros urbains vivant à New York, ils ont des ennemis communs, même leur personnalité peut donner un petit côté gentil méchant flic, tu vois. C'est avec les Defenders qu'il fallait le mettre, pas avec les Avengers. Fallait faire une série Netflix, quoi. Le film confirme aussi une 3e fois ce qu'on pouvait constater avec Far From Home et qui était confirmé derrière la caméra, qu'ils veulent refaire Into the Spider-Verse. Mais là où Far From Home le faisait de façon assez superficielle, No Way Home prend carrément la même promesse et en retient des trucs qui étaient bien de retenir. Ouais, on fait venir des Spider-Man d'autres dimensions, mais pour faire un truc qu'il faisait très bien dans Into the Spider-Verse, développer une famille pour Peter, montrer qu'il n'est pas seul et le guider dans son deuil. Limite, ils ont plagié la scène d'Into the Spider-Verse où il parle de leurs proches morts. Mais ça marche, ça développe Peter, c'est approprié, et c'est ce qui manquait à ces films. Seulement voilà, le film a toujours des défauts qui sont importants à rappeler. Surtout au vu de l'engouement exagéré qu'a eu ce film. D'accord que c'est le meilleur de la trilogie, mais meilleur que ces deux machins-là, ça en fait pas du tout le plus grand film de tous les temps, hein. No Way Home, en mon sens, ne mérite ni ce titre, ni de remporter un seul Oscar. Pas même pour Willem Dafoe qui... Putain, si vous pensez qu'il mérite un Oscar là, eh ben il mérite une piscine à la Picsou remplie d'Oscars, rien que pour le premier film Spider-Man, Lighthouse, Né un 4 juillet, Odd Thomas, Les Anges de Boston ou Les Vacances de Mr. Bean. Et ne méritait pas non plus un Oscar pour ses effets spéciaux. Je veux dire, Last Night in Soho et The Eternal n'ont même pas été nominés, quoi, merde. Même Godzilla vs Kong le méritait plus. Il était loin d'avoir des incrustes fond vert et des costumes incrustés aussi moches. C'est pas non plus le meilleur film du MCU, ni même le meilleur film de Spider-Man, et encore moins le meilleur film de super-héros de 2021. Pas le pire non plus, dans aucune des 3 catégories, mais ça devient presque du fanatisme, je trouve. Pas aidé avec cette querelle contre Scorsese qui, oui, les fanboys ont toujours mal au cul et ne lâchent toujours pas le mec qui a mieux utilisé Andrew Garfield et Willem Dafoe que John Watts. Certains vont même dans un déni total que je n'ai pas vu depuis les fans de Twilight, quoi. Et même les anti-woke essayent de récupérer le succès en disant que le film prouve que Marvel fait de meilleurs scores quand il essaye pas d'être woke, contrairement aux autres films de la phase 4, parce que go woke, go broke, ils y croient toujours. Ah ouais, donc pour vous, être woke ou non, ça dépend uniquement si le héros principal est un homme blanc hétéro-cis, c'est ça? Ok, alors... Comment dire? Votre niveau d'analyse supra-alpha-male intello a un peu oublié que c'est la version de Spider-Man où 4 des personnages récurrents ont changé d'ethnie pour ajouter plus de diversité, chose qu'il critiquait à l'époque d'Homecoming d'ailleurs, et que l'histoire de ce film c'est quand même Peter qui apprend à aider ses ennemis les plus mortels et les réhabiliter au lieu de les laisser crever en les renvoyant dans leur monde. Ce qui rend le film bien plus woke que les autres films de la phase 4 qui... en vrai, ont eu de bons succès critiques et financiers. C'était les plus gros succès en salle post-confinement, ils avaient énormément de préventes, ils étaient tous les 3 dans le top 10 du box-office de 2021, qui, en vrai, est composé à moitié de films Marvel. Parce que, ouais, on a limite le problème inverse. Ces films marchent trop. No Way Home a fait plus que les 3 réunis, oui, mais parce que ces films n'ont pas fait de vulgaire fan-service porn, ils étaient sortis en simultané sur Disney+, durant une période où le Covid était toujours répandu, diminuant logiquement leur score. Certains n'ont même pas pu sortir en Chine, car le gouvernement chinois est trigger pour rien, et... bah, vous savez... ils sont pas Spider-Man, le super-héros le plus populaire du monde. Donc ouais, go woke, go broke, ça marche pas du tout, hein. Apprenez un peu à faire de l'analyse de films pour changer. Ou faites rien, c'est mieux en fait. Je veux dire, tous ces films soi-disant woke ont écrasé la concurrence, même Kingsman et Matrix n'ont pas eu de place. Moi je m'en fous du caméo de J. Jonah Jameson, je veux voir Rasputin faire du Soul Calibur, hein. Aussi, vu comment ils ont fait de J. Jonah Jameson une parodie d'Alex Jones, ouais non, ce film est pas de votre côté du tout. Donc, parce que le succès surestimé de ce film commence à faire dire n'importe quoi aux gens, voici 10 ratages de Spider-Man No Way Home. Non, je vais pas me plaindre des titres cette fois, bien que cette gimmick de merde sera toujours conne. Numéro 1. Les pires scènes d'action du MCU. J'ai dit que John Watts avait fait des efforts en termes de mise en scène. Oui, mais que dans des moments simples. La scène où Peter explique à May la situation à un plan séquence qui marche bien. La séquence des lettres de fac avait un bon rythme. La scène où Peter démasque le bouffon montre qu'il a enfin trouvé comment mettre en scène le sens d'araignée. La scène de la pluie qui impressionne tant les fans, ça fait un peu plus pour parfum, mais ouais, c'est joli et ça marche. Mais je suis désolé, le reste du film est toujours filmé de façon affreusement plate. Comment ton bras a fait pour tomber? T'as tenu
la caméra que pendant 2 minutes. John Watts ne sait pas iconiser ses personnages. Je veux dire, ce film met en scène le combat entre le Peter Parker Tom Holland et le Norman Osborn Willem Dafoe. Un truc que j'aurais jamais cru voir et qui a tout pour être un combat d'anthologie. Même le décor, c'est du bonbon pour faire de la superbe image, mais non. Caméra remuante, gros plan sur leur tronche et découpage à l'ouest. La démo des chorégraphes est bien mieux mise en scène, c'est à eux qu'il faut demander de faire ces films. Peter réagit à peine quand Toby se fait poignarder et pourrait être mort quoi, merde. Le combat contre Octopus est à des années-lumière de la nervosité, du découpage et de la créativité de tous les combats avec ce personnage dans Spider-Man 2 ou Spider-Verse. C'est mou, putain, on dirait le jeu Avengers sur PS4. The direction was staid, the sets ramshackle, the costumes unremarkable, hardly worth the free admission. But we tried hard. Le combat contre Electro... Il y avait un combat ? Sérieux, c'est trop court, trop sombre, mal découpé. Le combat contre Doctor Strange, bah c'est la version Leterprise de la même scène dans son film solo. Encore une fois, on est loin de la créativité de ce film-là. Et ça a encore moins d'excuses, car c'est un film de la même licence et continuité avec probablement la même équipe technique cette fois. Sam Raimi, lui, quand il fait un film Doctor Strange, il a rien recyclé du premier film. Le premier combat contre le bouffon avait de quoi être le meilleur combat, car plus brutal que les autres, mais le découpage et cadrage sont toujours à l'ouest. Sans parler de ce passage qui fait tâche et plus années 2000 que les films sortis dans les années 2000. Le souplex à travers les étages, c'est marrant, hein, mais j'aurais aimé mieux le voir en fait. Et la bataille de la Statue de la Liberté, c'est pratiquement un copier-coller du final de Spider-Man 3, sans la maîtrise, la tension émotionnelle et l'iconographie. Même la présence des 3 Spider-Man, on profite à peine de l'icône de cette union. Il me fait pas mal penser à Expendables 2 sur les bords, ce film qui a Stallone, Schwarzenegger et Willis ensemble dans une scène d'action en trio, mais on a un guignol à la caméra qui est pas foutu d'iconiser ce moment d'anthologie, donc l'image est dégueu, mal découpée, et on arrive à peine à voir ces 3 grands héros d'action tant c'est flou. Encore une fois, humiliant pour Marvel Studios qui fait souvent de super plans de réunion de héros. Pendant ce temps, chez HBO Max, un con se dit « Oui, c'est exactement ce mec-là qu'il nous faut pour le prochain Destination Finale. » Je peux pas. Et je parle pas de scènes régulièrement critiquées, genre la chute de Michel qui, oui, est pathétique comparée à la même scène d'Amazing Spider-Man 2. Et là, vous allez me dire que c'est pas grave de rater la mise en scène des scènes d'action. Ben si, un peu, c'est un film d'action. La licence Spider-Man est un monument de combat super-héroïque. Ce n'est pas pour rien que tout le monde parle encore de la scène du train de Spider-Man 2, mais que tout le monde a oublié les scènes d'action d'Homecoming ou de Far From Home. Même le premier film, qui n'avait pas le budget et les moyens du 2, restait ultra généreux en chorégraphie, imagerie, choix de cadre, sound design et découpage. Le combat final de ce film-là écrase celui de No Way Home alors qu'il a 10 fois moins de budget, d'images de synthèse et d'avancées technologiques. Juste un décor horrifique et apocalyptique, un sound design percutant, une violence choquante, des chorégraphies sympas, et surtout t'as peur pour Peter qui fait peine à voir. Tu fais un film où tu fais revenir le canon de la trilogie de Raimi, et tu ne fais aucun effort pour l'action. Tout l'intérêt de réunir les Sinister Six et les 3 Spider-Man, bah c'est bien pour faire une grosse scène d'action à l'Avengers Endgame, non? C'est encore plus dommage dans le contexte de la phase 4 du MCU, où tous les films Marvel sortis la même année proposaient mieux en mise en scène et action, que ce soit le frontal percutant de Black Widow, le majestueux chorégraphié et créatif de Shang-Chi, le naturalisme magnifique et esthétique de The Eternals, même Venom 2 a essayé des trucs. Même cette daube de Morbius a une mise en scène quelquefois fun pour ses scènes d'action. Tu fais pire que Morbius, la honte! C'est censé être un final explosif, et tu fais même pas l'effort d'avoir une scène d'action plus longue que 3 minutes. Numéro 2, la révélation de Mysterio. Donc comme montré à la fin de Far From Home, Mysterio a révélé publiquement que Peter était Spider-Man. Situation toujours montrée dans un angle trop comique pour une telle catastrophe qui détruirait la vie de Peter, mais après quelques gags, on finit par vraiment montrer la gravité de cette situation. Il y a juste un problème. Il y a trop de solutions pour régler ça. Michael Giacchino appelle ce passage Intro to Fake News. Bah... ouais, dites que c'est de la fake news, dites que c'est de la diffamation, essayez de démentir l'information, surtout que la source est en effet truquée et transmise par une émission incroyablement douteuse dont la crédibilité est remise en question par les journalistes. Pourquoi Peter n'utilise pas les lunettes de Tony Stark pour se sortir de là? Genre là, par exemple. Je n'ai pas tué Quentin Beck, ce sont les drones qui l'ont fait. Des drones qui vous appartiennent. Mais je les contrôlais pas à ce moment-là. Tenez, voici le journal de bord des drones qui montrait que l'ordre d'attaquer vient de Quentin Beck et que j'ai ensuite donné l'ordre de tout arrêter. Il y a même un enregistrement vidéo qui me montre arrêter Mysterio et les drones. Parce que oui, mon costume enregistre tout ce que je vois. Au mieux, retrouver les rushs qui ont servi pour ce remontage et démontrer qu'il y a bien eu manipulation des images. Et encore, ça c'est juste pour l'accusation d'avoir foutu la merde à Londres et d'avoir tué Mysterio. Mais il peut aussi trouver une solution pour démentir le fait qu'il serait Spider-Man. Peter pourrait utiliser les hologrammes de Mysterio qui sont incorporés à ses drones pour créer un faux Spider-Man à côté duquel il pourra s'afficher. Non seulement on a vu que l'hologramme peut prendre l'apparence de n'importe qui et faire apparaître des clones de Peter, mais aussi, c'est un truc tellement classique que Superman
Spider-Man l'a fait 4 ou 5 fois. Bon, écoutez, Nick Fury était là pendant toute cette histoire. Si vous l'interrogez, il pourra tout vous expliquer. Nick Fury est hors planète depuis 1 an. Quoi? Bah attends, comment ils savent que Nick Fury est hors monde? C'est pas censé être un truc confidentiel, vous êtes juste des agents de Damage Control. Vous êtes pas censé savoir un truc que SHIELD garde secret même pour son équipe. Et à quoi sert Talos, bordel de merde? Allô, Nick? Ouais, j'ai bien foutu la merde avec Spider-Man et j'ai prévu de rien faire pour le sortir de là, alors que je sais pertinemment qu'il est innocent, que je peux le prouver et que vous m'avez chargé de gérer les problèmes sur Terre sans bonne raison. Ciao! Et même si on peut plus planquer le fait que Peter est Spider-Man, bah on pourrait demander de l'aide aux autres Avengers, non? Hey, on a découvert que j'étais Spider-Man, donc j'ai besoin des protections que vous avez pour les héros sans identité secrète. Mais pas de soucis, on vient d'aménager un nouveau quartier général, tu peux prendre la chambre qu'on a fait pour Carol, elle vient pratiquement jamais de toute façon. En plus, t'auras un nouveau coloc. Merci monsieur Hulk, ça fait du bien d'être considéré comme un vrai membre des Avengers, le groupe de super-héros le plus aimé de la planète Terre dans lequel on me force depuis 5 films. Ouais, c'est un peu con de donner autant d'importance à la révélation de l'identité de ton héros principal dans un monde où aucun super-héros n'a d'identité secrète. Je suis Iron Man. Mais les gens vont quand même croire qu'il a tué Mysterio, car comme ce dernier le disait, les gens croient que ce qu'ils veulent croire. Oui, justement, ça aurait été un truc intéressant à explorer, ça. On aurait pu reprendre cette thématique que Far From Home n'arrêtait pas de remettre au lendemain, en fait. Montrer Peter essayer de se défendre avec toute la bonne foi du monde, mais on voit les gens choisir délibérément un mensonge plutôt qu'une vérité qui prouve qu'ils se sont fait avoir par un criminel. Mais non, il ne fait que subir. La partie persécution du public dure que 2-3 scènes, la partie judiciaire est réglée par un caméo, et le reste, ça se résume à « je peux pas aller à l'école ». Alors que putain, la révélation de son identité devrait avoir plus de conséquences que ça. Même s'il a pas tué Mysterio et attaqué Londres, il est en totale illégalité. Surtout après les accords de Sokovie. Être un super-héros qui fait justice soi-même, c'est déjà illégal dans notre monde, mais ça l'est encore plus dans ce monde où faire justice soi-même peut détruire une ville. Scott et Burton, eux, quand ils se sont fait choper, ils ont fait de la tôle avant d'être assignés à domicile. Pourquoi ils ne font pas ça à Peter alors qu'on l'accuse d'avoir fait pire que ce que ces deux-là réunis ont fait? Je suis un excellent avocat. Je veux dire, Spider-Man est toujours traité comme un criminel. La police est chargée de l'arrêter, donc son doxing devrait avoir plus de conséquences que ça. Mais on oublie tout ça pour se concentrer sur la partie fanservice Spider-Verse Sinister 6. Tiens d'ailleurs, parlons de comment on est arrivé à ça. Numéro 3, le sort de Strange. Donc parce que Peter est trop con pour utiliser les centaines d'autres solutions à portée de main pour régler son problème, il va voir Doctor Strange pour régler son problème par magie. Vous pourriez remonter le temps pour réécrire l'histoire? Même si j'avais été d'accord, j'aurais eu besoin d'utiliser la pierre du temps et je ne l'ai plus. De plus, comment tu sais que j'avais ce pouvoir? Je ne l'ai jamais utilisé en ta présence. Ben, j'ai vu votre film. Mon film? Attends, je suis un personnage de film? Oh, noob. Ouais, Peter a un petit peu oublié que c'était les Avengers qui avaient remonté dans le temps pour corriger le truc de Thanos, en fait. Et avec l'aide de la technologie de Ant-Man. Doctor Strange, il avait pas vraiment de rôle là-dedans, en fait. Ah, et puis, pourquoi voyager dans le temps? C'est ultra risqué, surtout si tard. Ça se passe quoi, quelques mois après la révélation de Mysterio, non? Un scientifique comme toi devrait le savoir que ça va foutre la merde. Aussi, Endgame et Loki ont confirmé que le voyage dans le temps dans ces films fonctionne selon la théorie de la rivière. Remonter dans le temps ne changera rien au présent, ça va juste créer un monde parallèle avec un futur différent. Et aussi, selon ce qui se passe dans la saison 2 de Loki, il pourrait avoir des emmerdes avec la TVA et se retrouver devant le tribunal temporel, donc Mais bon, à la place, il trouve une solution plus simple et efficace. J'aimerais que vous créiez une illusion de moi pour faire croire aux gens que je ne suis pas Spider-Man. Oh, pardon, ça c'est si on avait un scénario qui n'était pas forcé. Non, voici le vrai plan. J'aimerais que vous fassiez une déclaration publique pour Milan Santé et rappeler que j'ai aidé durant l'affaire Thanos pour m'aider dans mon inscription au MIT. Pardon, décidément la logique en a marre d'être ignorée par ce putain de film et a envie de revenir. Essayons une dernière fois. Je veux que vous confirmiez que Mysterio était un menteur en démontrant que les élémentaires qu'il prétendait combattre n'existaient pas. Logique! Mais quoi? Passe-moi le clavier de montage immédiatement. Putain, tu fais chier, hein. Tiens. Voilà, donc, nous disions... Les runes de Kofkol. Les runes de Kofkol? Non, ce n'est qu'un sort d'amnésie standard. Oui, voilà, faisons oublier à tout le monde l'intervention de Mysterio à la télévision. Logique! Merde! J'en ai marre d'être ignoré, moi, putain! Donc Strange crée un sort pour que tout le monde oublie qui était Spider-Man, ce qui emmerde Peter, donc il dérange le sort en précisant qu'il veut que ses amis et Tante May se souviennent quand même. Ok, fais-le. Prenons quelques minutes pour discuter des détails de ce sort d'oubli pour éviter que ce soit mal interprété d'une façon que tu pourrais le regretter. Waouh, excellente idée! Alors je veux que tout le monde oublie, sauf les Avengers, ma tante, ma copine, Nick Fury et mon meilleur pote. Et Happy? C'est obligé? Parce que c'est un peu la honte d'avoir le réalisateur du Roi Lion dans mes films. Beaucoup ont critiqué ce point scénaristique en disant que Strange n'est pas con au point d'utiliser un sort ultra forcé pour un truc aussi insignifiant que l'identité de Spider-Man.
Et je suis qu'à moitié d'accord en fait. Car en vrai, Strange est une tête brûlée niveau magie, c'était un aspect important de son personnage dans son film solo. C'est même à cause de ça que Mordo devient sa némésis, et c'est aussi au cœur de Multiverse of Madness, où il affronte les conséquences de son impulsivité. C'est même le sujet de l'épisode What If avec Dark Strange. C'est à la fois la qualité et le défaut de Strange. Qualité, car c'est justement son envie d'utiliser ses pouvoirs pour aider qui fait de lui un individu changeant l'ordre des sorciers et un héros, et défaut, car ça lui mord parfois au cul et qu'il peut être inconscient. Mais là où il est en effet trop con, c'est qu'il ne discute pas. À peine il arrive, il est genre... Sort d'oubli. Ok, livraison dans 5 minutes. Vous voulez un Dr Pepper avec ça? Tu es en train de me dire que tu n'as même pas songé à plaider ta cause auprès d'eux avant de venir me demander de lobotomiser la Terre tout entière? Tiens, c'est un petit peu comme s'il fallait discuter, préparer le sort au lieu de le bâcler. Je veux dire, t'es docteur du con, le consentement libre et éclairé, ça te parle pas? Je veux dire, on est où là? Dans mes parrains sont magiques? Docteur, j'ai mal aux fesses. Ok, je te fais oublier que t'as des fesses. Quoi? A few moments later. Peter, c'est ta faute. Et non seulement Strange a été con sur ce coup-là, mais c'est aussi un peu un connard. Genre, c'est pas du tout de la faute de Peter ce bordel, c'était ton idée le sort d'amnésie. C'est toi qui es allé faire l'incantation avant même d'être sûr de ce qu'il voulait. Le pauvre gosse capte à peine ce que tu t'apprêtes à faire. Et après, tu l'engueules parce qu'il a osé dire qu'il n'était pas d'accord avec le sort que t'as décidé toi. En plus, t'es trop égoïste Peter, mais ferme ta gueule. Le gars ne fait même pas ça pour lui, mais pour ses proches. Il veut faire oublier au monde qu'il est Spider-Man pour que Michel et Ned ne payent pas pour avoir été ses complices. Et il modifie le sort en plein milieu parce qu'il ne veut pas faire de peine à sa tante. Je suis le premier à dire quand ce con il fait des conneries, mais là, non, Peter, il a rien fait de mal cette fois. Le mec, il a déjà un tourment psychologique depuis les Avengers et Far From Home, là. La dernière chose dont il a besoin, c'est que tu le gaslightes pour tes conneries, hein. Surtout qu'il fait essentiellement la même chose que le bouffon dans ce film. Lui dire que tout est de sa faute, qu'il est trop égoïste pour faire ce qui est nécessaire et que ses proches souffrent à cause de lui. T'es au même niveau que Norman Osborn, putain. Même le sort est complètement con. C'est un sort d'oubli et le perturber endommage la réalité pour permettre à des visiteurs du multivers de passer. Mais c'est quoi leur putain de rapport? Au pire, si ça dérape, ça devrait pas, genre, effacer la mémoire de tout le monde? Ça serait une conséquence logique et même intéressante. Ça ferait peut-être pas un film Spider-Man, mais au moins ça tricherait pas scénaristiquement. En fait, à la base, le film devait sortir après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui était censé être le film qui allait introduire les univers parallèles dans le MCU. Ce qui aurait pu justifier pourquoi ce sort touche les autres mondes. Il y a même des dessins de production qui montraient qu'American Chavez devait avoir un rôle dans ce film. Donc en prenant en compte les spoilers de Multiverse of Madness timecode ici, il est probable que dans une précédente version du script, ce soit l'apprentie sorcienne America qui essaye d'aider Peter avec un sort qu'elle vient d'apprendre. Et ça aurait justifié le ratage, car c'est une adolescente qui apprend toujours, et ça aurait justifié que ça implique des mecs d'autres dimensions, vu que c'est son pouvoir de voyager entre les dimensions. Ce n'est pas le sort qui fout en l'air les murs entre les mondes normalement, ce sont les conséquences de Multiverse of Madness et l'inconscience de la jeune America. Là, ça passe mieux. Mais comme Marvel est tout chamboulé avec le confinement, les accords avec Sony, le changement de réal de Doctor Strange et d'autres soucis du genre, ils ont dû faire ça comme ça, et laisser suggérer que le multivers commence là. En gros, ceux qui savaient que j'étais Spider-Man avant doivent s'en souvenir. Non, t'as raison, fais encore plus vague. Voilà, tous ceux qui savent que t'es Spider-Man savent que t'es Spider-Man. Mais du coup, le sort a... Servi à rien, exactement, petit con. Non, à la place, le sort fait venir du multivers tous ceux qui connaissaient l'identité de Spider-Man. Il a commencé à transporter tous ceux des autres univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man dans notre univers. Donc, logiquement, ça comprend le bouffon, Dr Octopus, le lézard, l'homme sable, Venom, Mary Jane, Gwen, le Captain Stacy, les deux Harry Osborn, les gens qui étaient dans le train, le gamin dans la voiture, Octavia Spencer avant qu'elle ne soit connue, et le docteur qui l'a examiné dans Spider-Man 2, qui a parfaitement compris qu'il était vraiment Spider-Man. Non? Y a pas Mary Jane et compagnie? À la place, y a... Electro? Mais... Electro savait pas l'identité de Spider-Man. Il est mort en ignorant complètement qui il était. Et à la place du Venom de Spider-Man 3, on a... la version Tom Hardy qui vient d'un univers qui n'a pas de Spider-Man ou de Peter Parker? Ils ont même fait cette version spécifiquement pour pas avoir de Spider-Man dans les pattes. Et maintenant... Ah, mais c'est quoi ce sort de merde? Oh, et il fait venir deux versions de Spider-Man. Ben oui, du con, Spider-Man sait qui est Spider-Man. En plus de ça, ils viennent de différentes époques, donc je suppose que Strange peut toujours voyager dans le temps, vu qu'il a pris un bouffon vert peu avant sa mort en 2001, un Dr Octopus quelques minutes avant sa mort en 2004, un homme sable et un Peter Parker venant d'au moins après 2007, voire plus récent au vu de l'âge de Peter, un Electro juste avant sa mort en 2014, et un Peter Parker bien après 2014. Genre,
il les prend dans le moment précis où il découvre qui est Spider-Man. Du coup, Norman ne devrait pas arriver sans costume et juste armé d'un couteau et d'une broche. Comment il a embarqué son planeur d'ailleurs? C'est pas un habit ou un truc qui fait parler de lui en fait, hein? C'est trop spécifique, ce sont pas des civils, c'est que des méchants qui savent l'identité de Peter. Ça varie l'époque où on les récupère, et ça vient de 2 univers spécifiques. 3 si tu comptes Venom. Pourquoi spécifiquement eux? Pourquoi spécifiquement les méta-humains? Pourquoi spécifiquement ces 2 univers? Pourquoi on n'aurait pas aussi la dimension Japanese Spider-Man ou Spider-Ham? La seule raison, c'est parce que ce sont des méchants des précédents films de Spider-Man. Ça n'a de sens si tu prends ces films comme des films, et non pas comme des univers existants. Là, c'est plus ta gueule, c'est magique, là, c'est ta gueule, c'est du fanservice. How dare you, sir? Does the fourth wall mean nothing to you? Amateur. Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Ah, là, ça n'a toujours pas de sens. Genre, Peter Parker s'est combattu lui-même. Octopus n'est pas mort en combattant Spider-Man, au contraire, il est mort en l'aidant. L'homme sable n'est pas mort, encore moins en combattant Peter, car ils se sont pardonnés l'un l'autre à la fin de Spider-Man 3. Et vu comment il réagit à sa rencontre avec Tom Holland, ils ont l'air toujours en bons termes. Le bouffon, il s'est pratiquement suicidé. Et encore une fois, Venom n'a pas de Spider-Man. Et du coup, ça veut dire que le tueur d'Oncle Ben devrait être là aussi, non? C'est pratiquement le seul mec que Peter Maguire a vraiment tué. Le seul ici à avoir été concrètement tué par Spider-Man et Electro. Et je peux laisser le bénéfice du doute au sujet du lézard. Max, est-ce que tu sais si je suis mort moi aussi? Officiellement, non. Mais comme Peter Garfield avait parlé de la période sombre où il commençait à ne plus retenir ses coups, laissant donc suggérer qu'après Amazing Spider-Man 2, il a commencé à tuer des mecs, il est possible que tu te sois évadé de prison et que tu as réaffronté Peter et qu'il t'a tué cette fois. Tu vois, j'essaye d'être juste avec toi, film. Seulement au bout d'un moment, t'en demandes trop. J'en suis à un stade où je dois écrire une fanfic pour donner du sens à ton scénario, là. Après ça, Strange sort de son cul un MacGuffin pour faire annuler le sort et tout ramener comme avant. On reparle de ce truc plus tard. Son machin surpuissant se fait annuler par une bombe à la con. Ok. Ce qui ramène la fracture dans l'espace-temps censé faire venir les méchants d'autres dimensions. Et la solution de Peter? Vous pouvez pas relancer le sortilège, mais la version originale, avant que je foute tout en l'air. Ouais, logique. Ils viennent là parce qu'ils savent qui est Spider-Man. Donc forcément, si tu leur fais oublier la véritable identité de Spider-Man, eh ben ils viennent plus les mecs, c'est logique, ouais. C'est trop tard, ils sont déjà là. Oh ok, faire le même sort, ça va pas marcher. Ok, je suppose que on est à un stade où l'univers est beaucoup trop fracturé pour que ça marche. Ok. Donc à la place, ils refont le même sort quand même, mais en plus con. Lancez un nouveau sortilège, et cette fois qu'ils oublient tous qui est Peter Parker, faites en sorte que tout le monde m'oublie. Mais ça revient à la même chose, tu fais oublier aux gens qui est Spider-Man. Pourquoi ça aurait un résultat différent? Le seul truc qui va vraiment changer, c'est qu'en plus de ça, les gens vont oublier qui est Peter Parker. On en reparlera, mais d'un point de vue cosmique, ça revient au même en fait. Non, et puis du coup, ça s'applique à tout le monde? Je suis qui, moi? Vous êtes qui, vous? Putain, j'espère qu'un film ne va pas sortir et apporter une fin post-générique qui va apporter encore plus de confusion à montrer que, genre, réparer ce sort, ça va envoyer quelqu'un de cet univers-là dans un autre univers sans aucune bonne raison. Maurice. Pardon. Et du coup, comment il va faire pour vivre dans un monde où tout le monde a oublié son existence? Parce que ça veut dire que les notaires chargés de son héritage l'ont oublié, ça veut dire que les Avengers l'ont oublié, ils ne pourront pas l'héberger, que sa banque l'a oublié, donc il ne pourra pas toucher d'argent et il ne pourra pas payer de loyer, que son école l'a oublié, donc il n'a même plus de diplôme, que le gouvernement l'a oublié, donc il n'a pas de numéro de sécurité sociale. Rendre tout le monde amnésique, c'est tellement la solution de fainéant. Attends. Rendre tout le monde amnésique? Il est sur le point de comprendre. Bref, suivant. Oh. Numéro 4. On se souvient et on se souvient pas des films d'avant. Une certaine forme de fanservice peu connue mais récurrente dans les comics est le continuity porn. C'est une histoire qui ne fait pas juste de la référence pour faire plaisir aux fans, mais qui fait en sorte que tout soit confirmé comme issu de la même continuité, même les trucs qui semblaient oubliés. C'est un concept relativement nouveau dans les films. Même dans le MCU, on a peu de tentatives de continuity porn aussi proches que No Way Home. Le maximum qu'on ait eu sont les 2 derniers Avengers qui ont fait en sorte de respecter le canon de pratiquement tous les films du MCU. Qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça montre qu'il y a un certain respect pour cet univers et une envie de faire avancer l'histoire et ses personnages. Les interactions entre les 3 Peter Parker, par exemple, c'est principalement du continuity porn. Mais ça marche, car en échangeant sur leurs expériences, on développe les personnages. Quand Peter Maguire parle de ce qui est arrivé à son meilleur ami à Ned, j'adore la réaction de Peter Garfield, car tu peux lire sur son visage « Je vais pas faire remarquer que mon meilleur pote a fini pareil. Le pauvre gamin doit être pas mal complexé comme ça. » Et je te fais la promesse que je me transformerai pas en super vilain et j'essaierai pas de te tuer. Ouais, clairement
j'ai bien fait. Le problème, c'est que c'est très compliqué de réussir du continuity porn en fait. Parce que forcément, avec plus de 10 ans d'histoire, bah t'as beaucoup d'éléments à gérer et tu as des éléments qui peuvent se contredire. Du coup, il y a des fois où tu te retrouves un petit peu à tricher et faire en sorte que les gens se souviennent et se souviennent pas des films précédents. Et ce genre de truc, ça marche que pour les spectateurs qui connaissent tout ça. Et s'ils connaissent tout ça, eh ben ils vont remarquer quand il y a des erreurs. Prenons Octopus, c'est sympa de référencer sa machine, de montrer qu'il a toujours le problème de ses tentacules qui le contrôlent, et même de retconner le fait que lui et Osborn se connaissaient pour faire comme dans la bande dessinée. Chose oubliée en cours de route, mais bon. Mais il y a quand même des choses qui ne collent pas du tout. Quand Peter prend le contrôle des tentacules d'Octopus parce que ce dernier a intégré les nanomachines du costume d'Iron Spider à ses tentacules, bah déjà ça marche pas. Donc il peut faire ça. Octopus maîtrise les nanomachines maintenant? Mais depuis quand il est capable de faire ça? Mais aussi les tentacules contrôlent Octopus. C'est pour ça qu'il est devenu un super vilain. Et vous le savez car vous rectifiez sa condition plus tard dans le film. Et du coup, en contrôlant les tentacules, Peter devrait pas contrôler Octopus directement? Il devrait pas genre pouvoir éteindre les voix des tentacules ou leur faire dire ce qu'il veut à Octopus pour le forcer à faire tout ce qu'il dit? Ne l'écoute pas, obéis-moi. Comment ça, obéissez-moi? C'est toi qui es censé leur obéir, là? Là, c'est cohérent, ni avec Spider-Man 2, où forcer les tentacules à lui obéir était un exploit qui demandait beaucoup d'efforts, ni avec le reste du film, dont tout repose sur le fait de le libérer de l'emprise des tentacules. Tu peux le libérer là, en fait, sans devoir créer une nouvelle puce inhibitrice. Mais c'était plus important de faire des gags où Octopus se retrouve à la merci de Peter. Osborn? Comment il sait que Norman Osborn est le bouffon vert? Ça avait fait la une des journaux. Le bouffon vert, embroché par le glisseur sur lequel il volait. Non. Non, pas du tout, non. Peter s'était même cassé le cul et a même mis en danger la réputation de Spider-Man et son amitié avec Harry pour planquer le fait que Norman était le bouffon vert. Les raisons de sa mort étaient gardées secrètes par le majordome. Vous devriez le savoir vu que vous vous focalisiez beaucoup sur ce que Internet dit sur ces films et donc vous avez dû remarquer les chipoteurs qui défaussent cette révélation du 3. You are so fired. What? You've known that all this time. And you picked now to tell me? I thought this would be the best time to tell you the truth. I took a grenade to the face, dude! Et on gardait encore plus l'information comme quoi il était le bouffon vert. Je veux bien donner le bénéfice du doute pour Flint, car possible qu'après Spider-Man 3, la révélation a sauté et qu'il a vu ça dans les infos. Mais comment Otto a pu le savoir? C'est pas mieux du côté d'Electro. J'ai récupéré mon corps. Pourquoi? Je veux dire, ton corps a été pratiquement désintégré dès que t'es devenu électro. Je sais que l'électricité peut faire des miracles, mais te faire repousser des organes de la peau et du sang, pauvre quoi. Tu sais, je le connais, Max. C'était un mec adorable. Vous n'êtes pas Spider-Man, il est lion, vous êtes Sagittaire. Un autre mot de travers sur lui et je vous tabosse votre affreuse tête terminée. Non, il était pas adorable du tout, non. Hibidi hop, je m'en bats les couilles, je te stalk. Connors? Attends. Tu connais cette créature? Non, c'est pas une créature. Dr. Kurt Connors. Otto vient d'apprendre que dans un autre univers, son pote Kurt Connors est un lézard qui a réussi à se faire repousser son bras coupé. Et il réagit à peine à ça. Octavius, c'est l'un de mes amis. Et il a la fâcheuse tendance à oublier mon nom. Crois-moi, Peter, lorsqu'on essaie de rectifier les gens, il y a toujours des conséquences. Très bizarre de donner ce dialogue au lézard, sachant que c'est le mec qui adore être un homme lézard, parce que grâce à ça, il a pu repousser un deuxième bras. Je veux dire, il disait même il y a quelques scènes... Si tu veux un vrai looking, je peux t'en offrir un. Attends, tu veux me changer en lézard? T'as deviné. Aussi, en parlant du lézard, ils ont pas un peu oublié que la condition du lézard est temporaire? Il avait régulièrement besoin d'injections pour se transformer en lézard, mais là, c'est limite le contraire. Je me charge de Connors, je l'ai déjà soigné une fois, c'est pas sorcier. Non, c'est Gwen qui avait fait cet antidote. Toi aussi, t'as un meilleur pote? Il est mort dans mes bras. Il avait essayé de me tuer. Un vrai cauchemar. Ok, celle-là, c'est pas vraiment une erreur, c'est juste que c'est très bizarre par rapport à Peter Maguire. Genre, après ce qui s'est passé dans le 3, je le vois mal rappeler à des inconnus qu'Harry a essayé de le tuer. Je l'imagine plus essayer de conserver la meilleure image de son meilleur ami qui a sacrifié sa vie pour le sauver. J'aurais plus vu Peter Garfield faire ce genre de remarques, car lui, aux dernières nouvelles, son meilleur ami est toujours un connard, et vu ce qu'il lui a fait subir, et qu'il est censé être le Peter qui est devenu Dark, ben ça collerait plus. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer ce Peter être aussi rancunier. Bully Maguire, par contre... Hey, salut Peter! Hey, salut mec qui a kidnappé et menacé ma copine et ma tante et qui a failli faire tuer des centaines de personnes en faisant dérailler un train et bien plus en construisant un générateur de soleil. Comment ça va? Mec, pas cool! Hey, salut mec qui a tué mon oncle et s'est associé à Venom pour kidnapper ma copine et me tuer. Peter, vite! Il y a Peter qui s'apprête à tuer le bouffon! J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. T'as quelqu'un? Non, et toi? Bah... c'est... compliqué. Les gars comme nous n'ont pas droit à ces petits bonheurs.
Oh. Faut pas abandonner. Moi, ça m'a pris du temps. Mais maintenant, ça marche. Hein? Avec MJ. Donc, qu'est-ce qui est compliqué en fait? Je suis marié à MJ, mais entre-temps, il y a Gwen Stacy qui me lâche pas, et il y a la chatte noire qui vient de débarquer et qui me drague tout le temps. Et il y a cette folle, Silk, qui me fait pratiquement de l'attouchement sexuel. Donc ouais, c'est compliqué. Emmène-moi avec toi! Ça saute aux yeux qu'on n'est pas très bon dans ce domaine. Mais je sais, on est nuls. J'ai jamais eu l'occasion de bosser en équipe, moi. Bah, moi non plus. Ouais, ben... on t'emmerde aussi, en fait. Dernière fois que je me sacrifie pour ce petit con. Genre, tu pouvais le refaire? Ouais, pas faux. Ça peut paraître du chipotage, bien sûr, mais comme tout le film repose sur du fanservice, ça me paraît normal de critiquer l'exécution de ce fanservice. Encore une fois, il y a des moments sympas dans les interactions entre les méchants et Spider-Man qui développent leurs personnages et profitent de l'occasion, comme dans Spider-Verse, pour montrer à nos héros qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui marche surtout pour un guest star, plus que pour Tom Holland en fait, car... lui, il a les Avengers. Ouais, le comparer aux autres Peter Parker, ça montre à quel point le Peter Parker du MCU, en fait, c'est un gros privilégié. Ouais, je me fais régulièrement aider par les Avengers et le Shield, j'ai un milliardaire qui m'a mis sur son testament et qui me permet de me construire un milliard de gadgets, j'ai une copine et un meilleur ami qui n'a pas essayé de me tuer, une tante May qui sait tout de moi et s'en fout, je vis dans un chouette appart aménagé à New York, je suis dans un lycée des sciences où mon intelligence m'a rendu populaire, et je pète la gueule de connards de pauvres qui veulent voler mon héritage. Et mon plus gros problème, c'est d'être trop célèbre. Putain de merde. Je suis un Osborn dans cette dimension. Et Oncle Ben, il est vivant dans ton monde? Oncle qui? Oh et non, je n'ai pas oublié la TVA. Je n'ai pas le fisc au cul, déjà. Non, je n'ai pas oublié la TVA. Parce qu'en fait, la TVA contrôle les lignes temporelles. Ce n'est pas le même genre de dimension parallèle, en fait. Non, et puis, encore une fois, par rapport à la saison 2, on sait pas tous les aboutissants, donc... Encore une fois, tu vois, j'essaye d'être juste avec toi, film. Fais un effort! Numéro 5. Ned et MJ. Donc, Peter doit retrouver les Sinister Six qui, de ce qu'on en sait, sont éparpillés à travers le monde. Donc, bien sûr, Peter fait appel à toutes les technologies de Stark Industries que Tony lui a léguées pour lancer des recherches par satellite et drone pour détecter la moindre anomalie qui pourrait le guider vers les visiteurs d'autres dimensions et les capturer avec efficacité. Et appelle les quelques Avengers disponibles pour pouvoir les maîtriser. En fait, non. On explique au détour d'une phrase qu'il n'a pas accès aux satellites de Stark Industries, probablement à cause de la situation avec Damage Control. Donc, à la place, il fait appel à... Ned et Michel. J'en reviens pas que je sois dans le sanctuaire sacré. À qui le dis-tu? Quoi? Non, sérieux, Ned est déjà très inutile, il a à peine servi de GPS improvisé dans une seule mission et a joué les Princess Peach dans Far From Home. Je sais qu'on blague souvent sur le fait que c'est un geek dans le fauteuil, mais il va servir à quoi dans cette histoire? Il va faire quoi? Chercher sur Google si on a des méta-humains? Oh, pardon, c'est vrai que Spider-Man utilise... Ping. Attends, il cherche sur TikTok? Oh. Le pire, c'est que c'est vraiment mieux que Bing. La honte, Bing. Et Michel, elle va servir à quoi? Elle est encore plus inutile que Ned. Je serais incapable de faire ça sans vous. Merci. Elle a littéralement rien fait. Elle a juste commenté par Skype pour dire des conneries du genre. Franchement, je sais pas comment t'arrives à faire ça sans Jarby. Vous aussi, vous avez vu ça? Non. Gauche, gauche! Oui, tu racontes à droite, à droite, à droite, carrément à droite! Les gars, vous m'aidez pas! Même toi, tu le dis, putain! C'est vraiment une idée là, juste pour forcer la présence de Michel et Ned dans l'aventure pour des interactions Scooby-Doo machin là. Ils se font attaquer par des ennemis de Peter. Bam, voilà une bonne excuse de mettre Ned et Michel dans ton histoire. Surtout que voilà, connaissant le mode opératoire préféré d'un certain méchant, ce serait logique. Ils pouvaient pas, je sais pas, contacter les Avengers ou quelque chose? Ils commencent à se reconstruire, probable qu'ils seraient partants pour aider dans une mission concernant des gros super vilains. Et en dehors de ça, il y a toujours d'autres moyens à disposition. Il y a même un moment où ils vont chez Happy pour utiliser encore plus d'appareils de Stark Industries. Pourquoi ils ne les utilisent pas plutôt pour genre faire un nouveau costume? Pourquoi ils ne demandent pas de l'aide à Happy aussi pour aider? Je veux dire, j'ai rien contre Michel et Ned, ils ont même quelques belles scènes dans cet épisode. Mais merde, t'étonnes pas qu'ils se retrouvent en danger si tu les fous sans raison dans la pagaille. Surtout que pendant une grande partie du film, ils font que subir le scénario. La seule chose qu'ils apportent vraiment à l'histoire, c'est faire venir les deux autres Peter Parker et apporter du soutien émotionnel à leur Peter. Attends, le fait de forcer comme ça des personnages dont on se fout, ça me dit quelque chose. Ah merde, je l'ai perdu. Je l'avais presque là dans ma tête. Ok, j'espère qu'il va pas trouver. Mais franchement, à ce stade, ça commence à me frustrer qu'il ait toujours pas compris. Numéro 6.
Spidey contre Doctor Strange. Ok, j'ai déjà fait un chapitre entier sur la nullité des scènes d'action trop courtes, mal montées et sans imagerie digne de ce nom, mais Spidey contre Doctor Strange a un tout autre problème. Sa longueur est correcte, mais encore une fois, les seules idées visuelles de ce passage reposent sur ce qui a déjà été fait dans le film solo Doctor Strange. Mais surtout, le problème de cette scène d'action par rapport aux autres, c'est l'écriture. Je n'ai jamais été dans les discussions à base de qui gagnerait dans un combat entre Hulk et Ant-Man, parce que j'ai toujours trouvé ce débat absurde. Déjà, ils sont alliés. Pourquoi ils se battraient? Et ça, Marvel et DC Comics se répondent toujours par un « parce qu'ils sont cons !» pour dire que c'est chiant. Ah, et puis, merde, c'est pas un match de boxe avec des pronostics ou quoi. Ce sont des personnages iconiques qui ont une histoire à raconter à travers leur combat. Mais aussi parce que la réponse la plus évidente est celle qu'a donnée Stan Lee, celui que le scénariste veut. These are fictitious characters. The writer can do whatever he wants with them. So stop asking those bonehead questions. Because I've had it with that. Tout le monde débat sur le combat Batman contre Superman, et généralement les gens répondent « Superman gagnerait à coup sûr !» Ben non, si le mec qui écrit l'histoire dit que Batman gagnerait, Batman gagnera. Certes, c'est mal parti pour lui, mais il peut écrire le combat de façon à ce que la persévérance, l'intelligence, la dextérité et 3 tonnes de kryptonite qui passaient par là donnent Batman gagnant au bout d'un combat qui lui demanderait beaucoup d'efforts. Spider-Man contre Doctor Strange, clairement, Doctor Strange est le plus avantagé. Il devrait battre très facilement Spider-Man. Spider-Man peut gagner, oui, surtout si le scénariste est de son côté, ce qui est clairement le cas vu que c'est un film de Spider-Man, mais il gagnerait avec beaucoup d'efforts et de persévérance. Or, ce n'est pas ce qui se passe là. Doctor Strange est nerf dans ce combat. Il limite ses coups, ce qui, oui, est normal dans la situation où Strange ne veut pas buter Peter, il veut juste lui prendre le cube et l'empêcher de foutre la merde, mais à tout moment il peut l'immobiliser, l'assommer, le piéger, je ne sais pas moi, t'as tenu tête à Thanos et Dormammu, et tu te fais avoir par ce gamin? Là par exemple, il désincarne Peter, il rencontre une difficulté parce que le Spider-Sense pousse quand même son corps à ne pas lui laisser le cube. Utilise ton sort de fouet pour qu'il ne bouge plus, non? Ou utiliser des portails pour l'empêcher de fuir, ou dire à ta cape de l'immobiliser au lieu de le jeter contre un mur. Ou mieux, créer un portail vers l'Himalaya et le piéger pour le forcer à te rendre le cube. Même dans la dimension miroir, tu peux l'enfermer dans un piège, ou je sais pas moi, le machin où t'avais foutu Loki là. Je tombe depuis plus d'une demi-heure. Et la façon dont Spidey gagne fait toujours trop facile. Le coup du sens d'araignée, bah c'est bien trouvé, mais comment il fait pour retourner dans son corps sans souci? Je crois qu'il est le seul de tout le MCU à avoir réussi ça, quoi. C'est le top de tous les trucs hyper cool que j'ai fait dans ma vie, mais refaites jamais ça. Tu me donnes pas d'ordre, petit con. Et dans la dimension miroir, comment il arrive à battre Strange? Ta gueule, c'est mathématique. Mais c'est une spirale d'Archimède. La dimension miroir, c'est que de la géométrie. Je kiffe la géométrie. Je suis en géométrie. Oh, sérieux, c'est vraiment bâclé en termes d'écriture. Et histoire de rendre ce combat facile encore plus facile, Strange prend bien son temps avant de sortir de la dimension miroir et d'appuyer sur le bouton. Dans tous les autres combats entre héros, du premier Avengers à Thor Ragnarok, en passant par Civil War, des combats où il ne cherchait pas non plus à faire mal et encore moins tuer l'autre, et ben pourtant, t'avais jamais l'impression qu'un personnage était nerfé ou que le film trichait sur les compétences d'un de nos héros. Au contraire, certains donnaient leur maximum. Ce combat-là, c'est l'équivalent spatio-temporel magique de ces moments nuls où un méchant de film d'action soulève le héros et le jette au sol au lieu de directement le tuer. Même l'utilisation de la dimension miroir, c'est surtout un truc pour remplir le fond vert en fait. Dans Doctor Strange, la dimension était utilisée pour les péripéties. On change la gravité, on joue sur les perspectives. Il y a de la chorégraphie dans l'utilisation de cette dimension qui tient aussi de l'écriture de cette séquence. Là, le combat se limite à des projectiles magiques et de toiles. Et tout ce qui est concrètement utilisé dans cette dimension, c'est le train pour que les deux héros taillent la discussion en plein combat. Et le machin de Spiral Andromède qui, comme je le disais, c'est limite une formule magique pour justifier pourquoi Spidey gagne cette fois. Encore une fois, j'essaie d'être le plus juste possible avec toi, film. J'ai même fait remarquer quand tu faisais des efforts. Mais quand tu merdes vraiment, là. Numéro 7, la Statue de la Liberté. Donc le climax du film se passe sur la Statue de la Liberté. Statue de la Liberté en rénovation. Pour le repeindre d'une toute autre couleur et mettre le bouclier de Captain America à la place de la torche? Quoi? Genre, je sais qu'on a de sacrés cons dans l'univers du MCU, mais qui est le connard qui a décidé de modifier la putain de Statue de la Liberté? Le même qui a décidé de faire une comédie musicale à Broadway sur l'équivalent de 141 septembre pour leur monde? Donc un 1540 septembre? Je comprends qu'on veuille rendre hommage à Steve Rogers, surtout après ce qu'il a fait pour sauver l'univers et sa mort, mais je m'attendais à ce qu'on fasse un monument propre au lieu de juste recycler un des plus grands monuments du monde. Et on les laisse faire? Avec tous les connards aux États-Unis qui pleurnichent dès qu'on déboulonne une statue qui glorifie un esclavagiste? Il y a aucun de ces guignols pour défendre ce symbole de l'Amérique?
Et Jameson, tu veux pas parler de ça, non? Et pendant ce temps, en France, des gens sont en train de se dire, ok, c'est la dernière fois qu'on leur fait un cadeau à ces pourris gâtés. En fait, je me demande si c'était pas une tentative ratée de faire plaisir aux facilement triggers du gouvernement chinois qui, apparemment, ont demandé à Disney d'effacer la Statue de la Liberté. Et on sait à quel point Disney et Marvel se mettent en quête pour eux, ce qui est encore plus drôle quand ils se font envoyer chier. Ça t'apprendra à vouloir faire plaisir à des anti-LGBT et génocidaires de Ouïghours et Tibétains. Tout ça juste pour avoir un plus gros chiffre au box-office. Quand je pense que des cons se plaignent de propagande woke dans les films Disney. Numéro 8, les Sinister 6. 5. Petite dédicace au petit malin qui me reprochait d'être de mauvaise foi quand je disais que ce film qui réunit 6 méchants et qui est construit comme un film Sinister 6, d'avoir raté les Sinister 6 parce que ils n'ont jamais promis les Sinister 6 dans ce film. Ce qui, déjà fait poser la question pourquoi avoir ramené tous ces mecs, à qui je disais on en reparlera quand le Blu-ray sortira et qui aura en bonus un documentaire consacré aux méchants qui aura un titre qui fera un petit jeu de mots sur les Sinister 6. Oh tiens, mais qu'est-ce que je viens de trouver dans les bonus du Blu-ray? Un documentaire consacré aux méchants qui s'appelle The Sinister Summit? Mais attends, Summit c'est pas un chiffre? Ouais, très mauvaise idée ce personnage, hein. Il était pire que l'autre snob avec la barbe de Robéru, là. De tous les films Spider-Man ayant connu des complications de production, No Way Home est le seul dont tu peux voir les cicatrices. Spider-Man 3 arrivait à négocier les virages malgré un Venom imposé contre son gré, et Amazing Spider-Man 2, même si on voit les opportunités sacrifiées, le film reste assez construit pour tenir. No Way Home, ça se voit autant dans le montage aléatoire, les incrustations fond vert, et les dialogues rajoutés en post-prod pour justifier des trucs. Léo Connors, il m'a dit qu'il voulait rester dans le camion. Enfin un peu de solitude. Bon, comment on allume la radio sur ce truc? Non. Non. Ouais, pas mal celle-là. Mais le plus visible est l'exécution désastreuse du concept principal du film, les Sinister 6. Ça fait des années que Sony et Marvel espèrent faire un film avec les Sinister 6. Ils ont pas mal titillé du cul, car bien sûr un tel affrontement demanderait un minimum de continuité mise en place et de faire revenir des acteurs. Donc ça ne peut pas se faire dans les 2 premiers films Spider-Man quoi. Encore moins quand on finit certains films avec la mort du méchant. Ça et le fait qu'on a des fanboys qui se prennent pour des fins critiques de films, qui font des règles arbitraires et fausses, genre faire un film de super-héros avec 3 méchants, ça donne toujours de la merde. The Dark Knight, Lego Batman, Batman le défi, Avengers l'ère d'Ultron, Les Gardiens de la Galaxie 2 et pratiquement tous les films X-Men jamais faits. Tous ces films ont 3 méchants voire plus, et pourtant, dans l'ensemble, il reste excellent. C'est un petit peu comme si le vrai problème de Batman et Robin n'avait rien à voir avec le nombre de méchants. Le plus proche qu'on ait eu d'avoir les Sinister 6 avant ça, c'était Amazing Spider-Man 2, qui préparait carrément son petit univers cinématographique mis en place pour un film Sinister 6, et un 3e film Amazing Spider-Man où Peter les affronterait. Je suis curieux de savoir ce qu'un film Sinister 6 aurait donné, surtout réalisé par Drew Goddard. Genre, ils auraient fait comme Suicide Squad ou Venom, où ils assument pas du tout d'en faire une équipe de méchants, et à la fin ils font des trucs bien, ou alors ils allaient faire comme Joker et assumer complètement que c'était des connards. Et comme No Way Home sert de rédemption pour les trucs laissés en suspens par l'arrêt prématuré d'Amazing Spider-Man, et que Marvel et Disney veulent refaire Avengers Endgame et faire leur propre Spider-Verse, et je suppose pour calmer la mésentente avec Sony par rapport aux négociations désastreuses, eh bien on impose des Sinister 6 pour ce 3e film. Alors que personne n'en voulait à la base. Non, vraiment, John Watts, lui, il voulait juste faire un film avec Kraven en méchant principal. Je suppose qu'il voulait faire un film où Spider-Man part en fugitif et Kraven était chargé de le retrouver. Ce qui n'est pas du tout un mauvais concept. Mais bon, Homecoming non plus n'était pas un mauvais concept. Pourtant, Et franchement, ça se voit qu'ils n'avaient pas prévu de faire les Sinister 6 avant tout ce bordel. Le simple fait qu'on doive sortir le multivers pour créer une équipe de Sinister 6 qui comprend aucun ancien méchant de Tom Holland, ça montre qu'ils ont finalement opté sur la facilité et le fanservice plutôt que de mieux préparer leur concept. C'est con car l'intérêt principal des Sinister 6, c'est de voir des anciens ennemis réunis pour se venger, qui ont tous une raison personnelle de vouloir tuer Spider-Man, rendant la situation presque intime, encore plus avec le doxing de Spider-Man. Mais ils ont fait de la merde dans Far From Home, ont oublié les 3 ou 4 méchants prêts à servir dans Homecoming, et nous y voilà. Ce qui est con, avec le Vautour, Shocker, Scorpion, un second Mysterio mené par l'équipe de Quentin Beck, avec leurs hologrammes et le fait qu'ils enregistraient son image, c'était possible, hein. Et 1 ou 2 autres connards pour l'occasion, genre Kraven ou... je sais pas moi, Grizzly, et ben ça aurait marché en fait. Mais non, ils ont préféré tricher en prenant les acteurs des précédentes versions de Spider-Man. Et se louper, c'est déjà humiliant, mais se louper alors que tu trichais, et ben t'es Eric Zemmour. Oh! Donc on se la fait genre Ready Player Jam Endgame Ranger du risque l'aube de la justice versus Kong, et comme on est trop nul pour créer l'événement avec des personnages iconiques, qu'on sait juste le faire avec le casting, nous voilà avec Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx,
et les 3 autres connards. Ouais, c'est l'autre truc qui montre qu'ils n'ont pas eu le temps de bien préparer leur Sinister 6. Seule la moitié de l'équipe est exploitée, les autres sont limités à des simili en images de synthèse, amenant à l'étrange condition de l'homme sable qui est tout le temps en mode sable, et le lézard qui n'a plus besoin de sérum pour maintenir sa forme mutante. Quand il est pas carrément absent de toute une scène sans aucune bonne raison. Oh, j'y crois pas. Même dans cette dimension, ils ont cette chanson, mais c'est trop bien. L'équipe du film a d'ailleurs confirmé que les interprètes de l'homme sable et du lézard n'ont pas foutu un seul pied sur le plateau de tournage. Did they film anything for this? They did not. We didn't really have access to Rhys Ifans or Thomas Hayden Church, so we actually ended up using footage from the previous films and manipulating it. So Rhys Ifans, when he's healing, we actually used an outtake. Et c'est encore plus visible quand Tobey Maguire et Tom Holland parlent à un fond vert qui leur répond pas, n'interagit pas avec eux et ne les regarde même pas dans les yeux. Rien n'a été communiqué par rapport à la raison de leur absence dans ce film. Je suppose que c'est lié à la situation par rapport au Covid, surtout que Rhys Ifans, il est britannique, donc forcément faut prendre l'avion, c'est compliqué et tout. Certes, ça n'a pas posé problème à Benedict Cumberbatch, mais bon, lui, avec tous les projets qu'il fait aux États-Unis, je pense que maintenant il habite là-bas, quoi. Ou alors c'était littéralement une décision de dernière minute, et ils ont pris ceux qui étaient disponibles sur le moment et ont bâclé le reste. Parce que tu vas pas me faire croire que Thomas Hayden Church n'avait pas de place dans son agenda, quoi. Même Rhys Ifans, je crois que le seul truc qu'il a fait dernièrement, c'est Kingsman première mission. Et sauf erreur de ma part, ce film était déjà bouclé au moment de la pandémie, donc il pouvait passer, hein. Et là vous allez me dire, mais attends, ils sont que 5 dans ce film. Comment ils peuvent être les Sinister 6? Eh ben le 6ème c'est Venom version Tom Hardy. Parce qu'on avait aucune putain d'idée pour un 6ème gars qui doit forcément venir d'une autre dimension pour uniformiser le concept, donc pas utiliser le vautour en remplaçant, et on reprend pas le Venom de Topher Grace, qui est bien plus cohérent car il connaît Spider-Man, il connaît son identité et il a un lien spécial avec lui, parce qu'ils se sont imposés une gimmick conne de un méchant par film. Et comme il n'y a eu que 3 films pour Maguire et 2 pour Garfield, ça serait apparemment de la triche de recycler 2 méchants d'un même film. Venom qui devait participer à la bataille finale d'ailleurs, chose confirmée par les scénaristes. Ils n'ont pas expliqué pourquoi finalement ils ont avorté l'idée en cours de route, pour limiter Venom à un caméo insultant dans une scène post-générique qui rend l'annonce de la confrontation Venom-Spider-Man dans la séquence post-générique de Venom 2 presque mensongère. D'autres concept art montrent que Mysterio aurait pu être le 6ème Sinister 6, ce qui aurait marché, surtout qu'il est la cause indirecte de toute cette situation. Et enfin, on aurait un méchant personnel pour Tom Holland, quoi. Ça se voit que le truc était plus pensé en mode qui on peut mettre ou pas dans le film, et non pas quel personnage serait pertinent et intéressant à exploiter dans cette histoire. C'est pas mieux pour le traitement des autres méchants. Electro n'est plus du tout le même personnage que dans son film. Dans Amazing Spider-Man 2, c'était un dieu de la colère, un énorme frustré de la vie, qui lâche toute sa rage. Maintenant, c'est Jamie Foxx. Ouais, non, il fait sa tchatch habituelle. C'est genre la version Leader Price de Bats dans Baby Driver. Et quand il est en mode super vilain qui vole, il y croit pas du tout. C'est le même problème que Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 5. On a peut-être repris le même acteur, mais il joue plus du tout la même chose. Et je sais que beaucoup détestent cette version d'Electro, et sûrement les mecs ont voulu corriger le personnage. Mais merde, vous faites venir Jamie Foxx pour reprendre sa version du personnage. Assumez-le. Parce que là, ça montre que votre priorité ne sont pas les personnages, mais les noms que vous pouvez mettre à l'affiche. D'ailleurs, vous vouliez absolument corriger les designs d'Electro et du Bouffon Vert, alors qu'en vrai, il y avait aucun problème avec ces personnages-là. Mais par contre, le Goomba, là, ah non, y a rien à corriger, tout va bien. Foxx est d'ailleurs le seul acteur que je trouve mauvais dans ce film. Et c'est encore plus évident quand on voit Willem Dafoe et Alfred Molina, qui eux retrouvent sans souci l'énergie et le jeu qu'ils avaient dans leurs films respectifs. For me, it's just about the money. Et c'est con parce que Jamie Foxx est un super acteur, quoi. Et j'en viens à un autre problème dans cette réunion. Pourquoi ils font ce qu'ils font dans ce film ? Le bouffon, je comprends qu'il veuille s'en prendre à Peter, que ce soit son Peter Parker ou non, on revient à la base de sa dualité avec Spider-Man, le rapport au pouvoir, c'est quelqu'un qui ose utiliser son pouvoir pour le bien et non pour s'imposer comme supérieur aux mortels. Octopus, j'ai déjà expliqué le ta gueule c'est le fanservice, de pourquoi il est méchant dans ce film-là, mais ok, je vois pourquoi ils veulent le buter aussi. Electro, c'est là que ça commence à poser problème. Il combat Spider-Man parce qu'il ne veut pas perdre ses pouvoirs. Mais... ouais, pourquoi il doit perdre ses pouvoirs? J'aime beaucoup que Peter essaye d'aider les Sinister 6 au lieu de les laisser crever, c'est full Peter Parker comme choix, donc j'approuve. Mais le problème d'Electro, c'est pas ses pouvoirs, c'est son mal-être, sa frustration. Lui priver de ses pouvoirs, ça ne va pas l'aider, ça va juste le frustrer encore plus. Il aurait peut-être plus de pouvoirs, mais ça reste un mec vénère dans un pays où tu peux acheter un flingue dans une supérette. Y a pas besoin qu'on lui enlève ses pouvoirs, il a besoin d'un psy. Je suis redevenu personne comme avant.
T'as toujours été quelqu'un, Max. Non, c'est vrai, j'existais pas. Et l'homme sable, c'est encore plus con. Son problème n'a jamais été sa condition de méta-humain, mais que c'est un gars avec des problèmes d'argent et qui a une fille malade. Limite, avoir des pouvoirs l'aider à corriger son problème. Leurs super pouvoirs ne sont pas la raison de leur méchanceté. Tout le principe de Spider-Man et de ses méchants est que leur pouvoir ne sert qu'à libérer la personne qu'ils ont gardée au fond d'eux. C'est pas leur pouvoir qui les définissent, c'est leur personne. C'est tout le principe de cette phrase. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Et enfin, pourquoi l'homme sable est aussi con? Sérieusement, dans ce film, il est beaucoup trop vénère et stupide. C'était quoi, ça? Qu'est-ce que tu viens de lui faire? Non, c'est rien. Tu l'as tué? Wow. Écoutez, je vous expliquerai tout. Faites-moi confiance. Non, attendez, s'il vous plaît. Je te fais pas confiance, je te connais pas. Et en plus, ça va contre sa seule motivation, mec. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer dans sa dimension. C'est tout. C'est limite le seul qui veut rentrer chez lui et emmerder personne. Je veux juste rentrer chez moi. Donc pourquoi il se met pas du côté de Peter tout le long? Il a prouvé sa bonne foi, il ne semble pas être gêné par le fait de perdre ses pouvoirs tant que ça lui permet de rentrer, mais quand Electro et le bouffon foutent tout en l'air, il se casse. Quoi? Il fuit? Pourquoi? Pète la gueule au bouffon, je sais pas moi. D'ailleurs, ça aussi c'est débile. Tu as cru que j'allais rester assis à te regarder sans rien faire? Tu as cru que je te laisserais m'ôter mon pouvoir simplement parce que tu ne vois pas ce que le vrai pouvoir peut t'apporter? Du con, tu te souviens qu'à tout moment, ma copine peut vous envoyer crever dans votre dimension juste en appuyant sur un bouton? Et là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Alors, ok, disons que le bouffon vert voit venir que Peter n'appuie pas sur le bouton. Michel, il n'en sait rien. Et les autres ne savent pas si Peter en serait capable en vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'ils allaient faire avant que les deux autres Peter n'arrivent pour les convaincre de ne pas le faire. Ils ont aucun instinct de survie ou quoi? L'homme sable se méfie de lui, donc il se dit probablement qu'il va vraiment le faire. Electro a peur de mourir, même le lézard veut pas mourir. Bah, attends. Pourquoi il attaque lui maintenant? Il était même pas là durant le discours de bouffon quoi. Nous n'avons pas besoin que tu viennes nous sauver. Et encore moins que tu nous rectifies. Arrêtez de croire que ce sont des malédictions. Tu sais ce qui serait ironique? C'est que je meurs de faim en restant dans un camion où il y a marqué festin dessus. Ah tiens, la vieille, elle a laissé son portage, je vais peut-être pouvoir me commander une pizza. Alors ouais, au revoir de... c'est quoi ça, Uber Eats? En plus, la façon dont il attaque... Salut MJ! Au revoir MJ! Où t'as mis le cube, Peter? Mec, ils ont dit que si tu attaques, ils t'enverront crever! Débile! On pourrait tous vous aider! Ça m'est égal! Comment ça t'est égal? Mais on peut te ramener auprès de ta fille! Ça m'est égal! On peut même l'acquérir! Ça m'est égal! On a même convaincu ton ex de te reprendre! Ça m'est égal! Sinon, c'est comment de bosser avec Sam Raimi? Ça m'est égal! Égal à quoi? C'est forcé pour que les mecs l'attaquent sans raison. Et même en forçant autant, ils n'ont pas réussi à faire les Sinister 6. Je veux dire, la moitié de cette équipe n'ont aucun lien personnel avec ce Peter Parker. Et quand ils retrouvent leur Peter Parker, ben ils ont pratiquement aucune réaction par rapport à ça. Salut Dr. Connors! Bonjour, Peter. Dis, tu connais Uber Eats? C'est le meilleur truc de leur dimension, c'est génial! Comme pour les Spider-Man, Watts n'arrive pas à les iconiser et le potentiel dramatique s'arrête un peu au bouffon en fait. Limite, il aurait pu être mieux développé sans les autres Sinister. Tout ça pour des combats trop courts et bâclés. Attends. Ah, voilà, il va enfin comprendre! Ah non, décidément, ça veut pas venir, hein. Oh putain, j'en ai marre. Je vais aller directement lui dire pour enfin en finir. Numéro 9. Les faux dilemmes. Un aspect que j'aime sincèrement dans ce film, c'est que Peter essaye de sauver ses ennemis. Il pense que s'ils retournent dans leur univers, ils vont mourir pour des raisons un peu hasardeuses, et Peter refuse de les laisser crever sans rien faire. Alors il s'oppose à Strange et décide de les aider et même les réhabiliter. Et j'aime vraiment ce scénario-là. Ça, c'est Spider-Man. Aider des personnes qui sont avant tout des paumés qui ont juste besoin d'aide. Je suis pas fan de l'idée de retirer les pouvoirs d'Electro et de l'homme sable, comme je le disais. Mais bref, Peter réussit à les guérir. Et une fois qu'il a prouvé à Strange qu'il avait tort, on les renvoie chez eux. Cool! Cool. Il y a juste un petit détail en fait. Ils vont quand même crever! Ouais, encore une fois, ils oublient et se souviennent des précédents films en même temps. Octopus a été pris à un moment où sa machine allait partir en vrille et détruire New York. Et justement, il redevient gentil à ce moment-là. Et se sacrifie pour sauver la ville. Et à partir de là, on peut se dire que les autres se font aussi baiser de la même manière qu'Octopus.
gars viennent de chez vous, c'est ça? Donc à vous de gérer. Ils peuvent mourir, vous pouvez les tuer. En fait, techniquement, on les a déjà tués, donc Ben oui, le seul truc où ça aurait pu être un vrai changement, c'est... Bah si on les gardait dans ce monde-là, pour s'y reconvertir et avoir une vraie seconde chance. Avec Multiverse of Madness, on sait que leur présence aurait fragilisé les dimensions, oui. Mais comme le film n'était pas arrivé à ce moment-là, on ne pouvait pas le savoir. Et s'ils retournent dans leur ligne temporelle, là où ils ont été pris, bah qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change en fait de les guérir et de les renvoyer chez eux? Ça va vraiment changer le cours du temps? Genre Norman, il va ranger son costume et se rendre aux autorités et boum, on retconne les 3 films de Sam Raimi? Ou alors il est rentré chez lui mais en 2021 il finit tout aussi clodo que dans cet univers-là? Hey, surprise, ton fils est mort durant ton absence en plus du reste! Même Octopus, genre, est-ce qu'ils essayent de dire que Octopus est devenu gentil à la fin de Spider-Man 2 parce que Peter lui a donné une nouvelle puce inhibitrice dans ce film-là? Mais ça tue complètement son évolution et son accomplissement dans ce film-là, non? Qu'est-ce qu'ils ont accompli en faisant ça? Au bout d'un moment, j'ai vraiment l'impression que c'était juste pour que Peter ne se sente pas coupable d'avoir laissé crever ses ennemis. Et c'est un problème qui concerne tout le reste du film. Les enjeux n'ont aucun sens. J'ai déjà expliqué pour la révélation de Mysterio qui fout la merde alors que c'était facilement corrigeable, ou le sort bâclé pour rien qu'on met sur le dos de Peter alors qu'il voulait juste aider ses proches. Mais t'as aussi la situation avec le bouffon. Ce dernier tue Tante May, ce qui amène à une très belle scène de mort d'ailleurs, et après ça, Peter Holland veut le tuer. Peter Maguire veut l'en empêcher avec ce superbe échange de regards, venant pourtant d'un mec qui a aussi énormément souffert à cause de lui, pour qu'à la place, il guérisse Norman. C'est le bouffon qui a tué Tante May, pas Norman. Et en guérissant Norman... Ben techniquement tu le bouffon, non? En faisant ça, non seulement tu sauves Norman, mais en plus tu as ta vengeance. Il n'y a aucun dilemme, tu voulais juste buter un mec là. Ou encore, pourquoi Peter est obligé d'aller capturer les Sinister Six si Strange peut régler ça rien qu'en appuyant sur un bouton? Strange n'avait pas non plus besoin d'une entrée dramatique dans le donjon, il pouvait appuyer direct dessus une fois le machin prêt. C'est pas comme si on avait besoin qu'ils soient tous dans la même salle, ça n'a pas l'air de gêner que Venom ou les 2 Spider-Man n'y soient pas. C'est pas non plus comme s'ils avaient une clé pour réparer le bordel ou je ne sais quoi. Limite j'ai envie de dire pourquoi avoir demandé à Spider-Man de régler son bordel. Et pour en revenir au sort qui fait oublier à tout le monde qui est Peter Parker, pourquoi faire ça? Comme je le disais, d'un point de vue cosmique, faire oublier que Peter est Spider-Man suffisait. Mais non, il se retrouve à se suicider socialement en faisant en sorte que tous ses amis l'oublient. Tout ça pour donner une forme de finalité à cette trilogie et assurer le terrain en cas de séparation avec Sony. Mais ça n'avait pas besoin de finir comme ça. Il pouvait faire oublier à ses proches qu'il était Spider-Man et leur réexpliquer vite fait. Mieux, t'aurais eu une confirmation sur un sujet qui inquiète beaucoup Peter Holland. Est-ce que Michel est avec lui parce qu'il est Spider-Man ou parce qu'il est Peter? T'aurais une scène où il fait oublier à tout le monde qu'il est Spider-Man, il s'attend à être seul et surprise, Michel est toujours avec lui, se demandant pourquoi il s'inquiète comme ça. Surtout que Michel montre bien que ça ne lui gêne pas de savoir tout ça et d'être dans ce bordel. Elle reste un roc de soutien tout le long de ce drame, parce qu'elle veut vraiment l'aider. Elle est vraiment prête à faire sa vie avec Spider-Man, quels que soient les risques. C'est pas comme Mary Jane qui a vraiment eu des soucis par rapport à Spider-Man, ou Gwen dont le père a fait promettre à Peter de ne pas la mettre en danger. Là, c'est juste pour faire la même fin que le premier film de Sam Raimi. Il sacrifie trop pour rien. En fait, ce film se repose tellement sur sa promesse de fanservice qu'il bâcle tout le reste. La raison de leur présence, leur motivation pour que ça pète, et les raisons de faire un sacrifice à la fin. Rien ne va. C'est le pire scénario de tout le MCU. Le film a peut-être d'autres qualités, mais le scénario, niet. Non, parce que c'est bien, hein. Il a compris que Spider-Man devait avoir des dilemmes. Mais ce film ne sait pas raconter des dilemmes. Et pour arriver à ce résultat, il lui a quand même fallu 2 tentatives ratées, hein. Et le pire, c'est que même le film le sait. Numéro 10, l'aveu d'échec. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous devez vous douter que la situation à la fin de ce film me plaît. C'est le cas, ouais. Enfin, on a le vrai Spider-Man. Le Spider-Man qui met de côté son bonheur pour le bien de ses êtres chers, qui entre difficilement dans la vie d'adulte où il vit dans un appart pourri et qui continue à faire le bien à son échelle. Même mieux, il revient à un costume fait main. Pas une de ces conneries de costumes blindés de thunes et de gadgets. Il se sépare de tout groupe de super-héros ou situation de crossover. Il n'a même plus de Tante May, donc il va même plus loin que les comics n'ont osé le faire. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que cette fin confirme qu'on n'a pas eu Spider-Man du tout pendant les 5 précédents films le mettant en scène. Ah, donc il est Spider-Man à peine maintenant? Donc ce passage dans Civil War où tu glorifiais l'arrivée de Spider-Man, la scène post-générique qui montrait la naissance du Spider-Man ultime, Homecoming où Peter doit trouver l'essence de ce qu'est être Spider-Man, la glorification dans Infinity War et Endgame et son costume Iron Spider pour montrer encore plus qu'il est un grand Spider-Man, Too Far From Home qui l'encourageait à être le nouveau Avengers. Et maintenant t'es genre non, finalement c'est pas ça Spider-Man, on oublie toute cette merde et on revient aux fondamentaux, sa vraie origin story c'est maintenant. Alors oui, c'est cool d'avoir enfin
enfin un Spidey qui n'est pas glorifié pour ses gadgets, ses potes riches, ou son appartenance à un groupe de super guerriers de l'univers, mais vous pouviez corriger ça sans virer tout ce qui compose cette version du personnage. Parce que c'est ça, on fait table rase des 5 précédents films, by les gadgets et les liens aux Avengers, mais aussi by Michel, Ned, Tante May, Flash et tout et tout. C'était pas eux qui posaient problème à ces films, mais comment ils étaient utilisés. Tu peux faire un bon Spider-Man avec tous les gadgets, faut juste faire en sorte que ça vienne de lui et non pas de son héritage. Tu pouvais faire des liens avec les Avengers tant que ça lui faisait pas perdre son côté humble. Tu pouvais garder tout le casting car il était pas mauvais, ils étaient juste trop là pour faire des gags. Encore une fois, ça sent qu'en préparation de ce film, John Watts et ses compères ont regardé les précédents films de Sam Raimi et Mark Webb et se sont rendus compte de ce qu'était vraiment Spider-Man. Mais il ne corrige pas vraiment ses bêtises, il les dégage et reprend tout à zéro. Et franchement, je trouve ça dégueulasse pour les fans. Non, parce que les fans du Spider-Man de Tom Holland, bah ils aimaient tout ça. Ils aimaient le côté Iron Boy, le petit dernier des Avengers, le lycéen qui a réussi à conquérir sa bien-aimée et qui a son geek dans un fauteuil. C'est pas un peu leur cracher à la gueule de faire un film disant que tout ça c'était de la merde? Je veux dire, je disais que c'était de la merde, mais au bout d'un moment, je suis juste un mec sur internet qui donne son opinion, et qui en plus n'a jamais jugé l'appréciation des autres. Là, c'est le film lui-même qui admet avoir fait de la merde, et que les fans ont tort d'apprécier. Beaucoup ont comparé ça à One More Day, plus d'infos dans mon essai sur le problème de Spider-Man, et... ouais, c'est totalement ça. C'est un retcon supprimant ce qu'ils ont fait jusque-là pour revenir à un ancien statu quo. Et autant dans ce contexte, oui, cet ancien statu quo est meilleur selon moi que ce que la trilogie Home proposait. Mais la façon de faire de One More Day reste à chier. C'est jeter la Zendaya avec l'eau du bain. Se débarrasser d'un problème sans vraiment s'adapter, le corriger, ou créer quelque chose de nouveau avec. Surtout que c'était possible de faire progresser Peter Holland pour devenir la meilleure version de lui-même. Garder cette réalité avec la mort de Tante May et Peter toujours doxé, mais le montrer partir en fugitif, se séparer de Michel pour son bien, et pourquoi pas lui faire changer d'identité. Genre je sais pas moi, Ben Reilly, non? Comme je le disais, ça se sent qu'ils s'attendent à une séparation avec Sony. Et même dans cet angle, c'était pas nécessaire. Genre vous avez prévu d'utiliser Michel et Ned dans d'autres films du MCU? Non? Alors laissez-les à Sony pour qu'ils continuent leur histoire. Beaucoup de fans ont clairement un amour à la limite de la victime de violence conjugale, en essayant de justifier tout ça en disant que cette trilogie racontait en réalité les origines de ce Spider-Man. Je l'avale pas du tout. Clairement, c'était censé être Spider-Man tout court. C'était même l'argument de vente d'Homecoming. On vous emmerde plus avec les origines, on passe direct au Spider-Man en activité. No Way Home semble avoir oublié ce parti pris pour tenter de corriger ce truc qui m'a toujours gêné. Que justement, ils ne présentent pas Spider-Man à un nouveau public. Ils assument que tout le monde le connaît déjà. Mais non, on ne connaît pas, t'as juste décidé de ne pas le présenter car c'est le 3e Spider-Man et il était là que pour être dans des crossovers. Et le fait de faire de Tante May son équivalent en Oncle Ben, d'un côté c'est bien, parce qu'enfin on a une scène tragique jusqu'au bout dans un de ses films, et enfin Marvel assume sa phrase de culte après 2 reboots et plusieurs gags référentiels sur le fait qu'il l'assumait pas. Avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Ouais, je sais. Exactement, il était censé avoir déjà appris cette leçon. Dès la première scène de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker dans Captain America Civil War, on avait bien mis en place le fait qu'il avait acquis cette leçon. C'est juste qu'encore une fois, ils assumaient pas la phrase culte et l'ont juste réécrit comme Raphaël Enthoven. Si on a les capacités que j'ai et que... on les utilise pas. Quand on voit tout ce qui se passe, on culpabilise. Non parce que voilà, Oncle Ben est arrivé canoniquement. Je blague sur le fait qu'on ignore son existence, mais c'est arrivé canoniquement. On ne dit jamais son nom dans les films et sa mort est arrivée hors champ, mais on laisse comprendre que c'est arrivé. Men doit rien savoir. Hors de question que je lui fasse ça maintenant. Tu te rends pas compte? C'est vrai, après tout ce qu'elle a pu traverser, j'ai... Ma mère, mon père, Oncle Ben, Monsieur Stark. Et maintenant Happy. J'ai perdu beaucoup de proches. Et après ça, on a voulu faire de Tony Stark son oncle Ben, dont la mort le motive à être un super-héros. Attends, quoi? Mais il était déjà un super-héros modèle à la fin de Homecoming. Il a même démontré ses responsabilités en arrêtant le vautour malgré que c'était le père de la fille qu'il aime. Et même la mort de Tony Stark, apparemment, ça a pas suffi car maintenant faut buter Tante May pour qu'il devienne Spider-Man le vrai de vrai. Non mais oh, au bout d'un moment, le mec il apprend 3 fois la même leçon quoi. Ce serait pas un peu lent à la détente le Peter? Et pour une trilogie où il était censé avoir déjà appris ça, c'est un peu lourd hein. Même le concept du film abandonne complètement ce que préparait la trilogie de Tom Holland pour faire une glorification nostalgique de tous les Spider-Man sauf lui. Non seulement ne pas avoir su créer leur propre Sinister 6 malgré les promesses de Homecoming, ça confirme leur échec, mais aussi, on en parle du fait que le seul argument de vente concret de ce film, c'était la nostalgie,
Le retour d'Octopus, du Bouffon Vert, d'Electro et des Spider-Man. D'ailleurs, petit hommage à l'équipe qui était chargée de garder le secret sur la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans ce film. Et ce, même s'ils ont merdé grave, mais bon, c'était pas de bol, hein. Entre le fait que le retour de ces méchants impliquait donc le retour des héros aussi, bah oui, logique, surtout avec leur claire tentative de refaire Spider-Verse, le fait qu'Andrew Garfield, malgré son talent d'acteur, ne sait définitivement pas mentir en public, le fait que cet extrait a fuité et que les tentatives ridicules de débunker ce leak se sont ramassées, même le spot TV brésilien a trahi le truc en montrant 3 secondes de trop du plan où Spidey affronte 3 de ses ennemis et où on peut voir un lézard se prendre un coup de pied invisible en pleine tronche, ce qui a fait comprendre à tout le monde qu'il y avait un autre Spider-Man effacé du plan pour garder la surprise. Franchement, avec toute cette pression, ça a dû être compliqué. Je suis vraiment désolé pour vous, les mecs. Pour vos efforts, je sors une bougie. Il veut pas. Voilà. C'est une bougie parfumée à l'effigie de Peter Parker. C'est Foxtel Co qui en fait en artisanat et c'est vraiment très chouette. Allez sur leur page, lien dans la description. C'est même pas un sponsor ou quoi, non, je trouve vraiment ça cool. Mais ouais, les 3 Spider-Man. Vous vous rendez compte que Tobey Maguire et Andrew Garfield ont complètement éclipsé Tom Holland pour les fans? Même les fans du MCU qui défendaient Tom Holland et cherchaient à l'imposer comme le meilleur Spider-Man s'éclatent de voir les 2 interprètes qu'ils ont passé des années à rabaisser pour leur senpai. Genre quoi, maintenant ils sont tout d'un coup géniaux juste parce que Kevin Feige a approuvé leur existence? Encore mieux, vous voyez des gens dire sur internet à quel point ils attendent avec impatience la 2e trilogie de Tom Holland? Personne n'en parle, limite les gens s'en foutent. Par contre, vous savez de quoi les gens parlent? Faire revenir Emma Stone pour faire Spider-Gwen, faire revenir Tobey Maguire dans Multiverse of Madness, et la possibilité de concrétiser les films annulés Spider-Man 4 et Amazing Spider-Man 3. Pas mal de gens ont déjà oublié Tom Holland en fait. D'ailleurs, bien que je sois un grand fan de Sam Raimi et que bien entendu, je suis très curieux de voir ce qu'aurait donné son Spider-Man 4, Amazing Spider-Man 3, c'est quand même la plus grande priorité, quoi. Je veux dire, Sam Raimi, voilà, il a eu sa trilogie, il a conclu toutes les histoires qu'il voulait raconter et tout. Amazing Spider-Man, par contre, bah, il avait lancé une intrigue qu'il n'a pas pu finir, donc voilà, il y a un peu plus de priorité. Non, et puis Sam Raimi est passé à autre chose depuis le temps. Hein. Ils abandonnent tout et glorifient le passé, alors qu'ils avaient enfin réussi à faire du bon boulot avec leur nouveau Spider-Man. Depuis que je suis gosse, je rêvais de voir un retour d'Octopus qui se range définitivement du côté du bien et redevient pote avec Peter Maguire tant j'adorais ce personnage. Et finalement, ça arrive dans ce film. Et ça m'a procuré moins d'émotion que la mort de cette tante May ou la scène où Ned et Michel réconfortent Peter après ça. Déjà parce que ça fait plus de 15 ans que je suis passé à autre chose par rapport à cette histoire, mais surtout, enfin, j'avais de l'émotion pour Peter Holland. Enfin, Tom Holland jouait vraiment Spider-Man. Enfin, un de ces films Spider-Man du MCU offrait tout le drame qui font la substantifique moelle de ce personnage. Mais on s'en fout, Tobey Maguire et Andrew Garfield se font un câlin, c'est tout ce qui compte. Je veux dire, ouais, c'est sympa à voir aussi quand tu es fan et que tu ne pensais pas les revoir un jour, encore moins réunis, mais ce n'est pas pour des fans comme moi qu'il fallait faire des efforts. Je veux dire, pourquoi on fait des reboots ? Pour présenter à une nouvelle génération une licence préexistante, pour ne pas s'embêter avec le canon du passé. Tom Holland était le Spider-Man de la génération qui a grandi avec le MCU. Et si c'est pour autant se concentrer sur le plaisir des fans des anciens Spider-Man, pourquoi avoir rebooté alors? Pourquoi ne pas avoir directement pris Andrew Garfield dans Civil War? C'est ça l'aveu d'échec de ce film. Reconnaître que toute la trilogie n'était qu'une perte de temps. Et montrer à quel point c'était mieux avant. Mais si c'était mieux avant, c'est de votre faute en fait, parce que vous n'avez fait aucun effort pour faire mieux qu'avant. Et la seule fois où vous avez vraiment tenté quoi que ce soit, vous laissez tomber. Spidey? Qu'est-ce que tu fous là? Écoute, j'ai pas été très honnête tout à l'heure. Kevin Feige n'a pas changé les films selon tes critiques. C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Bon, vu que t'as toujours pas compris, il est temps de te montrer qui je suis vraiment. Oh ça va, je sais très bien que t'es Peter Parker, tu m'as prévenu. Tous les indices étaient devant moi. J'aurais dû le voir. J'aurais dû le comprendre, mais... Ça se trouve, je l'avais déjà compris, en fait, mais... J'avais trop peur de l'admettre. Seulement voilà. Une origin story beaucoup trop longue, qui comprend tous les grands méchants et grands exploits d'un certain super-héros. Trop concentré sur les années lycée. La romance nulle à chier. Les MacGuffin super mal écrits. Les combats bâclés, les effets spéciaux nuls. Tout réglé à coups d'amnésie. Je connais déjà tout ça. C'était toi depuis le début. Smallville. Exactement. C'était moi depuis le début. Mais... Pourquoi? Tu as oublié ton top 10 sur moi?
Mec, cette vidéo, elle remonte un petit peu à 9 ans. Oui, mais je n'ai pas oublié. Alors t'as décidé de te venger en faisant le même traitement sur Spider-Man? Non, ce n'est pas de la vengeance. Je fais ça pour que tu m'apprécies. Quoi? Ça fait 9 ans que t'as défoncé ma série, alors que je fais tout mon possible pour que toi et les autres geeks dans ton genre m'apprécient. Je vous ai donné la Ligue des Justiciers, Doomsday, Darkseid, Brainiac, Supergirl, même Blue Beetle et Booster Gold. J'ai même arrêté de mettre en avant cette conne de Lana Lang pour faire plus de trucs super-héroïques au lieu de refaire Dawson dans les dernières saisons. Mais tu m'as quand même défoncé jusqu'aux derniers épisodes. Et comme j'ai vu que tu défonçais aussi le premier Amazing Spider-Man... Ouais, enfin, c'était parce qu'à l'époque, il était un petit peu surestimé, hein. Là, maintenant, vu comment on le considère, voilà, je pense pas que je referais la même critique, quoi. Surtout que le 2, il était beaucoup mieux, hein. Bref, je suis allé récupérer cette licence, et j'en ai fait quelque chose pour vous faire plaisir. Crossover avec les Avengers, le Vautour, Mysterio, les Sinister Six, avec tous les anciens acteurs, ne juste pas recommencer l'origin story... Ouais, bah finalement, t'as refait les mêmes conneries qu'avant. Tu vois, c'est ça ton problème. T'essayes de faire plaisir à tout le monde. Sauf que ça suffit pas à faire un bon film. Les meilleurs films de super-héros, y compris ceux du MCU, tirent leur force, non pas en faisant plaisir aux gens, mais en apportant ce que l'histoire et les spectateurs ont besoin. Les fans ne voulaient pas que Tony Stark meure à la fin d'Avengers Endgame, mais en faisant ça, le film a marqué et touché son public. C'est pour cette raison que j'ai énormément de respect pour Iron Man 3. Sean Black s'en foutait si les gens allaient aimer son traitement du mandarin. Il a fait ce qui correspondait à l'histoire qu'il racontait. Les moments de No Way Home que j'aime bien sont des moments qui n'ont rien à voir avec le fanservice. Tout le drame de Peter avec la mort de sa tante et son sacrifice, c'est ce genre de choses qu'il fallait faire pour un bon film de Spider-Man. Même les moments avec Peter Maguire que j'aime beaucoup, bah ce sont des moments qui servent l'histoire. Sa relation avec Peter Holland, en faire un guide dans son parcours émotionnel. Même chose pour Peter Garfield. Ce que j'aime, c'est ce qu'il apporte aux autres personnages en termes de développement, ainsi que l'avancée de son histoire à lui, où il trouve une forme de rédemption après la mort de Gwen. C'est pour ça que dans Star Wars, le retour de Han, Luke et Leia marche, et celui de Lando ne marche pas. Les 3 premiers servent une histoire, ce dernier est là juste pour faire plaisir. Ce que je critique depuis ma première vidéo sur le Spider-Man de Tom Holland, c'est qu'il est lisse dans la sûreté, dans le plaisir immédiat non réfléchi pour des fans. Il se conforme au chipotage de fanboys qui se plaignent qu'un film Spider-Man soit trop coloré, trop quiche et trop premier degré, rendant ces films superficiels et vides. Je n'en ai jamais eu quelque chose à foutre qu'on fasse revenir Maguire ou Garfield. J'ai jamais demandé ça en vrai. J'étais même contre le retour d'un de mes méchants préférés de l'histoire des films de super-héros. Surtout si c'était pour érafler son arc. C'est cool de rappeler aux fans du MCU à quel point ces autres personnages étaient bons, oui, mais je voulais un film Spider-Man avant tout, avec ou sans eux. Spider-Verse n'avait pas besoin de fanservice pour être le meilleur film de Spider-Man de ces dernières années. Il avait juste à raconter son histoire et comprendre son concept. Il n'y avait pas besoin qu'on reprenne Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker pour qu'on ait quelque chose à foutre de son Spider-Man. Il n'y avait pas besoin qu'on reprenne Emma Stone pour qu'on ait quelque chose à foutre de Gwen Stacy. Ils ont juste bien écrit une nouvelle version de ces personnages et l'ont présenté à un nouveau public. Les meilleurs films de super-héros sont faits par des geeks qui aiment ces personnages et histoires et veulent leur donner leur meilleure forme, et des cinéastes talentueux qui savent raconter une histoire, pas par des machines qui enchaînent des personnages au mépris de l'histoire. Et tant que tu ne feras pas la différence entre offrir aux gens ce qu'ils veulent et offrir aux gens ce dont ils ont besoin, eh ben tu ne feras rien d'autre que des daubes. Je vois, t'es juste un chieur qui sera jamais satisfait. Je viens de dire que j'étais satisfait de Spider-Verse. D'ailleurs, j'attends avec impatience les suites. Hein. Je vais arrêter de te faire comprendre quoi que ce soit, et je vais te péter la gueule. Non, tu ne peux pas. Pourquoi ça, je peux pas? T'es Smallville. Et? Combien de scènes de baston il y a dans Smallville? Oh merde. Et ouais, ça se finit toujours comme ça. Oh, pas cool, vieux. Voilà, et reste mort cette fois. Quoi? Vous vous attendiez à un final de malade? Moi aussi. Bienvenue au club. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié d'une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur Utip, soit sur Patreon, avec des contreparties comme l'accès à mon Discord privé, où vous aurez des infos sur l'avancée de la prochaine vidéo, ainsi que des goodies comme des t-shirts, des badges, des mugs, des posters, et j'en passe. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Fermez-la. Like on to the team